Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, épisode qui n'est pas en live, car épisode spécial comme on a l'habitude de le faire à peu près 2 fois par an, on sort de la conférence de la Microsoft Build. Je le rappelle à chaque fois, mais pour les nouveaux ou les non pure player Microsoft, on a 2 grandes conférences chaque année. On a la Build et l'Ignite. Actuellement, les noms sont restés stables depuis un moment. Là, c'était la Microsoft Build, donc c'est une conférence qui se tient à Seattle du 19 mai au 22, si je dis pas de bêtises, je crois que pendant 4 jours, on le fait à peu près toute la semaine. Donc, on avait la keynote ce soir. La Microsoft Build est plutôt orientée développeur, on va dire. On est sur un contenu qui est relativement technique. On a souvent moins d'annonces grand public, on a un nouveau Copilot pour tout le monde, comme on a eu Copilot Chat en novembre dernier, la dernière Ignite. Et du coup, comme d'habitude, on se prête à l'exercice du débrief. Donc, je remets un peu le cadre du débrief. Aujourd'hui, nous, on a suivi les 2 heures de conférence de la keynote. Donc, on vous donnera un petit peu les tendances, comment elle s'est déroulée comparée aux précédentes. Donc on a eu le flot d'annonces dites principales par Microsoft, en tout cas celles que Satya Nadella a bien voulu mettre en avant. Et on a complété par une petite lecture, comme d'habitude, de ce qu'on appelle le Microsoft Book of News. Donc c'est une page de blog, globalement, où là on a un peu le grand récap plus complet. En parallèle, les blogs commencent officiels de Microsoft comme Fabric à être aussi alimentés en live des articles. Donc voilà, ça nous donne une bonne vue assez exhaustive de ce qui a été annoncé. Alors, forcément, on survole un peu les news, vous le savez, donc il peut y avoir de l'erreur dans notre interprétation. Maintenant, c'est tout le jeu du débrief. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est débriefer de cette Microsoft Build 2025 et vous expliquer un petit peu nos coups de cœur et ce qu'on a pu en retenir. Alors, pour démarrer sur l'ambiance globale de la build, assez classiquement, animé par Satya Nadella. Pas de surprise jusque-là, on n'a pas eu d'effet waouh. Par contre, pour commencer peut-être, on sort d'années très donc Copilot, très infra. Et alors là, il y a une thématique énorme et évidente. On sent la direction de Microsoft sur la stratégie, notamment offre, et où est-ce que l'éditeur veut nous emmener en termes d'investissement, société partenaire notamment, autour du monde du développement. C'est-à-dire que Satya Nadella commence sa Microsoft Build autour de Visual Studio et GitHub. Il a commencé par le haut, les stacks. Et exactement. Donc on avait d'ailleurs, Satya a expliqué un petit peu l'investissement qui est fait depuis des années autour de GitHub. Un rappel en disant que c'est la plateforme la plus ouverte, open source du monde du développement. On a eu des jolis petits schémas, alors je les reprends là pour les voir mieux aussi, donc qui rappellent les évolutions qu'on a eues notamment autour de l'intégration de l'IA dans Copilot, et qui était très avant-gardiste, parce qu'on l'a eu dès 2021, donc avant l'avènement de ChatGPT en novembre, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis on voit que petit à petit, on passe de juste j'ai un petit assistant IA qui me remplit mes lignes de code, qui me donne un peu de suggestions, l'autocomplétion, et on va vers ce mode agent. De peer programming, ouais. Exactement, de peer programming, c'est une des annonces qu'on va évoquer là, et notamment avec tout le sujet du MCP, modèle contexte protocole, etc. Mais on sent toujours ce côté cette volonté de montrer des graphes, de marquer un peu l'histoire, un récap de on vient d'où, on est où. J'aime beaucoup quand Microsoft fait ça. On a eu après un second schéma, juste pour le montrer aussi intéressant, alors où Nicolas, tu m'as fait une bonne remarque. Oui, voilà, il en manquait à la fin. Mais bon. Sur les levels, donc qui explique un peu la vision de ce fameux web agentique, qu'on soit, ce monde entouré d'agents autonomes qui vont demain naviguer sur le web. Donc on avait quoi dans les niveaux ? On avait l'humain interroge et il a la réponse. IA réponse, le côté question-réponse. L'humain donne des tâches et forcément le robot, le bot, le chatbot, l'agent, peu importe comment vous l'appelez, exécute la tâche. Et demain, on est tous des coworkers, on bosse côte à côte, chacun se répartit les tâches et tu disais demain, Nicolas... le level 4, en fait, c'est eux qui commandent et c'est nous qui réalisons les tâches. Exactement, donc ça, il n'était pas marqué dans la slide. Skynet. mais ta réflexion était intéressante, donc on va les garder. Donc voilà, beau rappel de l'impact notamment de Copilot dans sa participation au monde des agents. Et alors là, on a eu 3 grosses annonces. Moi, je commence par ça, je vais vous porter un petit peu les refs sur la partie, on va dire, dev/DevOps, etc. La première, c'est l'extension GitHub Copilot pour VS Code qui a été rendue open source.
Alors ça, c'est toujours cette volonté de Microsoft de participer au monde open source et de rendre disponible un maximum cette intelligence qu'on a derrière et de manière à ce que, bien évidemment, le monde entier puisse en profiter, travailler librement. VS Code, on le rappelle, était gratuit. Aujourd'hui, ça continue. Dans cette participation, pas de révolution à proprement parler sur cette annonce. Non, mais une démonstration vidéo qui était un peu marrante. Côté GitHub Copilot, on peut choisir le modèle qu'on veut utiliser dans la partie chat. Et habituellement, ce qu'on voyait, c'était Claude et GPT. Oui. Et là, il y avait Gemini 2.5 en preview qui était là. Donc, est-ce que c'est un effet d'avoir mis à disposition la partie extension en open source et il y a des malins qui ont testé Gemini je sais pas. Après, c'est dans le cadre de la keynote officielle. Donc, on peut se dire que de toute façon, GitHub a aussi sa propre roadmap produit. On le voit. Donc, ça participe au fait que demain, avec GitHub, on travaillera sur l'ensemble des éditeurs de providers de modèles. Donc, pas surpris, mais en effet, très discret. Mais on a tous eu je pense que c'est voulu. C'est une sous-annonce. C'est voulu, c'est une sous-annonce. Regardez, on vous montre qu'il y a ça. On a tous eu le petit « Oh, il y aura Gemini » proposé. Alors, Gemini proposé comme assistant de code dans Copilot. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est pas pour développer l'applicatif avec Gemini. C'est Gemini pour vous aider sur la partie développement de code. Par contre, après, on a eu 2 grosses annonces donc, sur la partie développement. Avec l'annonce de 2 agents, pour le coup un peu thématisés et officiels. Et on va s'attarder, je pense, un tout petit peu sur le premier. Antoine, tu peux peut-être le montrer celui-là. Donc, c'est le Coding Agent. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on change vraiment, et c'est ce que montrait cette petite frise. On passe de l'assistant à qui j'explique un peu ce que je veux faire et qui me donne les lignes de code qui vont bien, à l'agent autonome qui développe ce que je lui ai demandé. Qui développe, et donc là on a eu pas mal de démonstrations. Alors on n'aura pas le temps ce soir de les montrer, vous les verrez forcément à partir de demain, j'imagine, donc peut-être aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, via les channels de Microsoft. Mais l'idée c'est quoi ? C'est qu'on a vraiment un agent avec qui on va pouvoir attribuer des tâches, des issues, des problèmes à résoudre, et qui va mener ses actions. Je peux fermer mon PC, m'en aller, sa branche et puis regarder, fait son truc. exactement. Donc là, on a eu pas mal de démos. Alors, d'ailleurs, avec un effet démo. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Mais c'était du live, du coup. Alors, c'est ça qui était fou, c'est que on a une des speakers de Microsoft, dont j'ai plus le nom en tête, mais qui était une des principales intervenantes, qui nous a fait une petite démo montrant comment, à partir de 2 bugs. Donc, Satya Nadella a fait son petit essai de je débug un peu et je vous montre comment c'est facile, etc. Et exactement, il voulait montrer notamment qu'il ajoutait en HTML, en gros, un bouton sur le site officiel de la build et il l'a fait en live avec son PC. Et l'intervenante de derrière a fait la même chose et a montré comment, en effet, une série d'actions était menée, les branches étaient créées, etc. par cet agent autonome. Et on a eu l'effet démo. Parce que on n'a pas réussi à voir le résultat au bout. Ça. On a vu le résultat de Satya, mais pas le sien. En fait, c'est surtout que Satya avait surtout créé le ticket de demande, et elle voulait montrer qu'à partir des tickets qui sont créés, on peut générer du code. Et en fait, elle a fait sa démo. Elle était gênée, sauf qu'elle a fait une pirouette, elle a fait foutu pour foutu. Je vais aller au bout du scénar, je vais demander à l'IA d'implémenter le ticket de Satya. Et là, le ticket de Satya, il a été implémenté sur le site, on a vu le filtre. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou pas, je ne sais pas. En tout cas, elle s'est super bien rattrapée sur la fin. Du coup, c'était super intéressant. Mais c'est pas la seule. En fait, tout le long, il y a eu plusieurs démos où, d'un côté, il y a eu des petits ratés, mais leurs outils, ils en sont tellement sûrs d'eux qu'il y a plus, dans la plupart des présentations, quand il y a un raté, ils tentent un autre use case et ça marche encore mieux. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont s'enfiler là où leurs concurrents, ils vont en vidéo. Et tu as raison, tu le dis, Romain, s'enfiler, c'est un peu comme OpenAI quand ils ont fait leur démo real-time les premières fois, etc., versus Gemini qui était pré-enregistré, full tourné, etc. Mais voilà, où il y avait eu un peu de buzz autour de ça. C'est dingue à ce niveau-là, de conf, de keynote officielle, etc., d'arriver et de voir... La speaker qui va dans VS Code essayer de rechercher comment elle peut résoudre le bug qu'elle a et en se disant je pourrais pas passer trop de temps parce que je suis quand même sur un live keynote devant tout le monde. Timeboxé. Mais comme tu dis, c'est sans filet quoi. Sans filet, moi je trouve ça incroyable. C'est ouf. Non, ça en est bien sorti. Même Apple fait pas ça à WWDC. On pensait être les seuls à faire du sans filet, mais pour le coup, les mecs sont en train de nous devancer. Nous. Exactement. Non, ils sont forts. Non, mais c'est drôle, Microsoft, ça a été les premiers à venir avec des vidéos.
Ça a été, et du coup, tout le monde est venu avec des vidéos et des vidéos fausses. En IA, c'est quand même. Les concurrents Microsoft ont quasiment, pour très nombreux d'entre eux, quelques casseroles. Et là, du coup, ils font OK, on fait plein de grosses annonces, donc on vient sans vidéo, en live. Et ça, c'est cool. Voilà. Parce que ça veut dire que là, on va pas discuter, c'est encore une vidéo. Non, on a du vrai, on les voit se planter, on les voit. Et franchement, si c'est des acteurs qui jouent devant des vidéos, donnez-leur des Oscars parce que on les a vus suer dans le regard, quoi. Ouais, alors ça vaudra jamais la vitre éclatée de Musk sur là, c'est sur sa voiture. Il n'y a même pas de définition pour cette définition. Peut-être que c'était même pas prévu dans le scénar. Mais bon, toujours est-il que voilà. Donc il y a eu ce moment et donc ce qu'il faut retenir sur la partie dev, c'est que déjà, c'est l'introduction de la keynote. Donc grosse place, ce qui fait sens à la build en même temps. On remet le développement au cœur des et annonces. On sent que Microsoft, on en parlait depuis un moment dans les têtes dans le cloud, rapproche le monde de l'AI avec le monde du dev pour que demain on fasse tous de la solution intelligente, des agents, etc. Donc ça va dans cette trajectoire-là, assez proche des annonces de Codex notamment. Oui. Donc on a eu l'intervention de Sam Altman globalement. Qui était en live, je crois. Oui, qui était en live. Lui était en live, qui n'était pas sur scène, mais qui était en live. À distance, mais en live. Exactement, comparé à d'autres qu'on citera après. Voilà, alors on s'attendait peut-être à un chat GPT-5, une annonce exclusive qu'on n'a pas eu. Non, mais je me disais pourquoi pas. Le 5. S'il est là, c'est qu'il y a quelque chose à annoncer. Non, c'était juste un rappel de partenariat. C'était comme l'année dernière et il y a 2 ans, à l'Ignite, à chaque fois qu'il était là, c'était plus pour dire rappel de partenariat. Tout va bien. Voilà, c'est ça. Et voilà, ça a cité Codex, qui est clairement le concurrent de cette partie GitHub Coding Agent. C'est-à-dire que voilà, on sent que demain, vous allez demander à un assistant de développer tout ou partie de l'applicatif et qui lancera de manière autonome dans un environnement GitHub plus VS Code. Il déploie et tout. Les actions, etc. Voire plusieurs assistants en même temps parce qu'elle expliquait comment elle parallélisait finalement les tâches traitées. Alors, je ne sais plus si c'est le même qui le traite ou un truc comme ça. Ah, mais c'est... Ouais. Et donc, dans ce qui était cité, la capacité à générer des docs, à collaborer avec l'équipe, à faire ses propres tests, etc. Donc ça, grosse nouveauté quand même. Ouais. C'est-à-dire révolution autour du produit GitHub. On avait cité avec Maxime la dernière fois, alors, qui est un peu peiné, qui n'est pas là avec nous ce soir. Vous pouvez pas être dispo la soirée où on a du full GitHub. Désolé Maxime, on te fait un petit coucou. Mais qui avait présenté GitHub Workspace la dernière fois, qui était plutôt ce côté studio collaboratif. Très cool. Ouais, là, on sent l'évolution du produit, vraiment du côté un peu d'IA dans l'app, mon app c'est devenu une IA. C'est ça, en fait c'est un peu ça, c'est mon collaborateur qui est devenu une IA finalement. Exactement. Et j'ai jamais eu aucun doute pour mon chef. Il se reconnaîtra. Et on avait, alors juste pour le citer, on avait un deuxième petit agent, alors petit, je sais pas pourquoi je l'appelle petit, mais c'était l'agent SRE, donc pour tout ce qui est fiabilité des systèmes globalement. Je crois qu'un SRE c'est System Reliability Engineer, si je dis pas de bêtises. Et du coup, l'idée c'est d'avoir un agent qui va pouvoir faire du debug un peu, du diagnostic en production, regarder pourquoi ça a craché, aller chercher la root cause, essayer de comprendre d'où vient le problème pour proposer des résolutions. Avant d'appeler le support. Exactement. Et ça, c'est assez intéressant malgré tout. Alors, ça joue plus sur un spectre, comme tu dis, production, run, etc. Mais c'est un gros sujet de beaucoup de clients que moi, j'ai qui me sont remontés à l'oreille, de clients qui disent est-ce que l'IA peut nous aider sur la vision production et justement, on avait vu peu de choses pour l'instant. Ouais, moins expérimental vraiment dans le quotidien. Dans le condition, là je suis sur le terrain, j'ai un truc qui a craché, j'ai besoin d'aide et potentiellement j'aimerais qu'à l'heure de l'IA puisse m'aider. Voilà, on a l'introduction en public preview de cet agent qui va pouvoir faire du monitoring, qui va pouvoir faire de la résolution du diagnostic sur des enjeux, on va dire, applicatifs /infra. On n'a pas vu de démo, on en verra un peu plus, il y a eu quelques screens rapidement passés. Mais retenez ça, pour tenir assez court malgré tout sur cette partie dev, c'est la place forte au dev en démarrage. GitHub Copilot, grosse révolution. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose dans les news? En train de rebalayer. Que tu la gardes pour après, celle-là. Laquelle? Invité de l'autre IA.
Ah bah je voulais en parler, ouais, côté Après, AI. ok, je dis rien. Un je dis petit rien. peu plus tard, Kevin. Je vois pas de quoi tu parles. On avait un invité mystère aujourd'hui Ouais, dans la ça conférence. fera tenir sur la vidéo comme ça. Voilà, Si donc, vous voulez savoir, il faut aller jusqu'au bout. en tout cas, on est à l'ère de, alors comme le lien URL, hein, de l'agentic DevOps. Ah bah oui. Du coup, donc on vous Pas de l'avait dit, surprise. c'est l'année de l'agentic. On en aura partout. Après, il y a eu, regarde, qu'est-ce qu'on aurait loupé. Alors le support MCP. Ah oui. Qu'ils ont mis dans la partie VS Code. Hein, donc MCP, c'est aussi le nouveau mot À la mode. on dirait à la mode. Hein, donc tu l'as pas, je pense, Antoine, celui-là. Ne le cherche pas. Si, tu l'as, Il est pardon. Oh, il est Ouais. bon. Exactement. Donc là, on prend un peu d'avance sur le programme, mais le support MCP qui a été annoncé et rappelé par Kevin Scott, du coup, hein, CTO Microsoft. notre patron à tous les Kevin. Hein. le CTO Kevin Scott de Microsoft depuis un peu plus de 9 ans et voilà, qui valide le fait que Microsoft s'est aligné sur le protocole, un protocole open source qui permet à des agents d'interagir avec des applicatifs globalement, qui simplifie le côté difficulté des connexions qu'on avait avec les API avant. Il y a un protocole unifié de communication. Microsoft n'a pas cherché à réinventer la roue. Ça a été produit par Anthropic, on l'avait déjà évoqué. Et du coup, voilà, la build est l'occasion d'expliquer que Visual Studio, GitHub supportent le MCP, proposeront des accélérateurs où on aura directement tout un tas de connecteurs MCP. Et donc, pour le coup, valide la vision d'Anthropic. Donc ça, c'était sur la partie développement, l'introduction. Après, Romain, on a eu un enchaînement, du coup, je m'adresse à toi, sur la partie low-code, Copilot Studio. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce Grosses qui t'a annonces. marqué? C'était quoi les grandes annonces? Alors oui, les grandes annonces, comme tu as dit, je suis là pour parler low-code. La grosse annonce, c'est qu'on parle plus Power Platform, on parle développeur plateforme. Non, je suis pas crédible là. Bien joué. D'accord. Peut-être l'année prochaine. Ouais, c'est ça. non, en vrai, on est plutôt sur la Vibe Platform. Bon, ok, j'arrête 2 fois, pas plus. Non, c'est tout ça en fait. C'est surtout que la Power Platform, ça reste toujours le cœur, le low-code. On l'a vu dans les dernières annonces, on a à une autre extrémité ce qu'ils appellent Plan, qui est en fait l'intelligence artificielle qui vous aide à planifier, construire, qui était aujourd'hui sur une partie texte, qui aujourd'hui rentre dans la modélisation de base de données, dans la modélisation applicative. En fait, toute la partie modélisation-conception est assistée par IA. Donc le suite, c'est du low-code. Et à l'autre extrémité, on en parle depuis maintenant bien 1 an, et c'est en GA aujourd'hui. On le disait que la partie code était gérée dans GitHub. À la suite logique, Visual Studio. Et en fait, à l'autre extrémité, on a le ProDev. Et en fait, on rejoint cette vision très Microsoft qui colle à tout ce qui est agent et IA. À une extrémité, j'ai le no-code avec ce qui est iBuilder, Microsoft 365 Copilot, qui progresse à travers la difficulté et la complexité en passant par l'étape low-code Copilot Studio, et qui termine par le ProCode, le vrai ProCode. Donc en fait, voilà. Et du coup, c'est là que c'est donc super intéressant. Qu'on a eu donc cette première news. La petite news d'après. Donc ta news, c'était quoi, du coup, pour la résumer? Pour la news, pour résumer, globalement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a tout le scope qui est couvert du no-code, du vibe, de la génération, le low-code historique, et on va jusqu'au pro-code à l'autre extrémité. Et on a tout ce qu'il faut dans la Power Platform. Ok. Et je parle de Power Platform, pas de Copilot Studio. Même si moi, j'ai annoncé il y a 6 mois que de toute façon, Copilot Studio va prendre le pas sur la Power Platform, que ça va être le studio. Ouvrez le Book of News, cherchez Power Platform, c'est une sous-section de Copilot Studio dans le Book of News. Et d'ailleurs, comme sur la partie Modern Work. Voilà. Tout à fait. Et du coup, voilà, maintenant, c'est triste, mais c'est la seule news Power Platform vraiment intéressante. Il y en a eu beaucoup les derniers temps, mais elles sont très tech. On les a souvent couvertes, et c'est pas trop l'objet de la build d'avoir autant de news très techniques. On est sur des annonces assez massives. Et d'ailleurs, là, sur Copilot Studio, on va le voir. Moi, j'ai eu une news par jour depuis 2 mois. Donc là, on va plutôt être sur des annonces sur ce qui va se passer, sur ce qui va se produire et ce qui va sortir. On commence doucement, ne partez pas. C'est quelque chose qui a déjà été plus ou moins teasé et annoncé. C'est Copilot Control System. C'est tout l'outillage de gouvernance qui, en soi, n'est pas si révolutionnaire dans une partie, puisque on reprend beaucoup d'existants. Mais on additionne des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features.
Là-dessus, je vais pas trop m'étendre, c'est des Donc, outils de Copilot gouvernance. Control System, ça joue C'est de le, quel c'est côté le nom, ça? c'est le nom globalement pour tous les outils de gouvernance Ok. liés au Copilot en général, qui vont de Copilot 365 à Copilot Studio, tous les agents. Pourquoi tous les agents ensemble? Parce que, c'est lié. En fait, aujourd'hui, quand tu fais un Copilot 365, tu peux le décliner en agents, qui sont des agents hybrides. Tu peux, dans Copilot Chat, qui est la partie non pro, en fait, qui est accessible à tous les gens qui ont M365. Je vérifie, il y a le MVP en face. Puis il me fait oui de la tête. Bon. Ça veut peut-être dire non, non? C'est pas ça. Non, et en fait, globalement, tu as tous ces agents que tu peux développer pour enrichir, et plus on avance dans ce scope dont je parlais maintenant il y a 2-3 minutes, c'est cette logique-là. Donc, tu vas avoir des Copilot Studio, tu vas avoir la partie Teams, et tu vas avoir la partie vraiment agent qui va plus loin, sachant que AI Foundry et Azure AI Studio sont des grosses briques de Copilot Studio pour l'enrichir. Donc tout ça, il faut le piloter, il faut le contrôler, il faut le gouverner, que ça soit en termes de licence, de déploiement, de droit. On l'a vu par une petite news discrète qui n'était pas réannoncée là, qu'on va avoir des environnements dédiés pour recevoir les agents. Tous les agents qui sont créés aujourd'hui, tous les DSI me demandent, mais ils sont où les agents de Copilot 365 ? Ils sont dans un environnement que tu vois pas encore. Voilà. Il est là, il est caché, il te regarde depuis derrière le placard. Tu vois, c'est un petit peu là, coucou. En fait, tout d'un coup, il va apparaître. Voilà. Donc, je m'étends pas trop parce que c'est à la fois une annonce intéressante, mais finalement, on met un nom sur quelque chose qui existe déjà et qui est nécessaire et qui va beaucoup évoluer. Voilà. Donc ça, Copilot Control System. C'est ça. Voilà, moi, je voulais m'attarder. J'essaye de suivre entre ce qu'on a vu sur la build, côté event, les screenshots qu'on a et le book of news. Du coup. Ouais, moi, je veux plutôt m'attarder sur la prochaine parce qu'en fait, le nom. Alors, partez pas. Affiche-le, mais s'il vous plaît, les gens, n'ayez pas peur. Voilà, l'image qu'il y a écrit Teams. On est toujours dans la Power Platform et dans Copilot Studio, mais il y a écrit Teams, n'ayez pas peur. Le produit, là, il est mal nommé. Je pense que je devrais gagner 1 euro à chaque fois que je dis ça. Il n'y a que pour Copilot Studio, je suis content depuis le début. Ce nom-là, en fait, c'est le nom donc du... c'est Teams AI Library. C'est ça, c'est vrai que pour les gens sur le podcast, c'est important qu'ils ne nous voient pas. On est là à regarder les screenshots, tu sais, comme si tout le monde lisait. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est vrai que donc Teams AI Library, c'est le gros mot pour dire que c'est la plateforme de développement pro-dev des agents Copilot Studio. Okay. Maintenant, ce n'est pas la plateforme intégrale complète, elle a plein de limitations. C'est pour ça qu'elle s'appelle Teams AI Library, c'est qu'elle est avant tout faite pour faire des Copilot Studio à l'intérieur de Teams. Mais ça avait déjà été annoncé, non ? Ça existe déjà, sauf que ce que les gens ne savent pas déjà, c'est qu'à cause de son nom, vous n'imaginez pas la quantité de gens qui ne savent pas que ça existe. Ok, donc t'es dans Teams ? C'est dans Teams. Et t'as accès à du VS Code ? C'est un Visual Studio. Pur et dur. Dans Teams. Non, c'est ton vrai Visual Studio à toi. Okay. C'est pour les pro devs. Ça fait partie du Teams Framework en fait. Oui, c'est ça, c'est le Teams Framework. Okay. Alors, sauf que dans le Teams Framework, donc c'est du vrai pro dev, mais tu as plein de choses que tu ne peux pas faire en Copilot Studio. Déjà, tu as des prompts de beaucoup plus grands, parce que tu as 8000 caractères par exemple en Copilot Studio. Tu as les fonctionnalités Copilot Studio qui sont parfois en preview ou pas encore en preview dans Copilot Studio, sont déjà souvent en General Availability, en GA, ou en preview avant. Donc en fait, il y a un décalage de une version entre les deux. Ça aussi, c'est énorme. Par exemple, on a travaillé sur des projets pour des clients où des fonctionnalités preview l'intéressaient, mais il doit passer en prod. Donc en fait, le projet a été refait en Teams Toolkit pour pouvoir passer en prod, parce que justement, la fonctionnalité, elle, était supportée production. Donc en fait, ce produit est très mal nommé, très méconnu. C'est pour ça que j'ai envie de profiter de cette émission pour Microsoft en a parlé moins que moi, mais je pense que c'était le moment de lui faire son petit coup de pub. Et surtout, il a des choses qu'on ne peut pas faire et qui va se différencier. Et c'est pour ça qu'il est affiché. Modèle, contexte, protocole. Tout le monde en parle. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une news où on ne peut pas dire, même si on l'oublie de vous le dire, il y aura modèle, il y a MCP. Donc c'est l'arrivée du MCP dedans. Dans Teams AI Library partout. En GA. Mais directement presque. Non, mais en fait, partout. Je ne l'ai pas dit, mais il est partout. MCP dans Power Apps, dans Power Automate, dans Copilot Studio, dans Agent Flow. Dans AI Foundry, voilà. En fait, retenez que c'est partout. Par contre, ce qu'il a d'intéressant, comme je dis, qu'il reçoit tout avant tout le monde. A2A. Voilà. A2A. Moi je dis A2A. L'introduction, on le rappelle. Alors là, on est dans l'acronyme pur entre les MCP et A2A.
A2A, c'est pareil, c'est un protocole Agent to de agent. communication pour les agents qui signifie agent to agent, qui a été proposé cette fois non pas par Anthropic, mais par Google, et qui est extrêmement intéressant. On n'a pas eu l'occasion, je crois, d'en parler ou Non, on rapidement attendait un ici. petit peu. Mais A2A, c'est quoi? C'est la vision de se dire, si demain, toutes les entreprises développent leurs propres agents, comment est-ce que deux entreprises font communiquer leurs Les agents agents. entre eux? C'est ça. Et du coup, Google a innové et a proposé en open source, toujours comme le MCP, un protocole qui vise à unifier la conversation des agents, la communication des agents entre eux. Donc, on pourrait avoir un agent de notre côté chez les têtes dans le cloud qui discuterait avec un agent d'un autre podcast. Et en fait, c'est via ce protocole unifié A2A, on s'assurerait qu'ils puissent communiquer, peu importe la techno Voilà. sur laquelle on l'a développé. Et donc, Donc là, A2A, c'est c'est disponible et- en et- public Et là, preview. par contre, c'est par exemple, comme je le dis, c'est un des seuls produits dont on parle et à la Build qui a ce support. Oui. Comme je dis qu'il a un cran d'avance. Et il a aussi quelque chose qui va teaser d'autres fonctionnalités, quelque chose qu'on attend tous et qui nous manque et qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait du low-code AI, on a un souci. La mémoire. La mémoire, Microsoft l'a annoncé à ses 50 ans, le sujet de l'IA professionnelle, c'est la gestion de la mémoire court terme, long terme et du tuning. Aujourd'hui, ça marche très bien dans le développement en iFoundry, en Azure, etc., ou dans toute techno de dev. Aujourd'hui, en low-code, on l'a pas. Et ça, c'est la Ça. grosse annonce. Donc ça, c'est souvent un sujet qu'on a implémenté derrière la gestion de la Ouais. mémoire, un peu techniquement, de se dire, tu stockes tant d'échanges de la conversation, etc. Là, il parle de long-running conversations, donc l'idée, c'est bien de se dire ça, Un c'est un contexte. assistant Voilà. auquel je pourrais revenir Oui. et qui aura toujours le contexte de mes précédentes conversations Ouais. pour ne pas Pareil. avoir à me faire de la redite. Alors, Ouais. c'est assez proche des annonces qu'il y avait eu, pareil, avec Android Bill 5 Gates Copilot. dernièrement sur le nouveau Copilot M365 qui aurait cette mémoire de nos échanges. On est dans la même stack, globalement, de mémoire. Donc ça, c'est Team CI Library pour Copilot Studio, Voilà. qui portera ces trois nouveaux enjeux C'est assez ça. forts et qu'on attend, qui sont le MCP A2A et la mémoire. Voilà. Et ça, va falloir le retenir jusqu'à la dernière news dont je vais parler. Mais j'ai en parlé d'autres avant pour vous tenir un petit peu Voilà. avec nous. Et il y en a- Ensuite, on a eu quoi donc, on a eu ensuite Copilot Studio, on va aller très vite. Sur cela, il y a deux modèles contexte protocole. ok. Encore. Allez, on l'a dit, j'ai gagné Globalement, mes points. MCP partout pour Voilà. se la faire. Ouais, comme ça, ce sera plus à simple. tous les étages. Jusqu'à Windows. Agent Flow, on en fera plus un épisode dédié de parler. Agent Flow, je vais faire très court pour ceux qui n'ont pas suivi. Copilot Studio est en train de récupérer une grande partie de l'équivalent des fonctionnalités de la Power Platform. Mais il y a deux choses qui vont changer. La Power Platform, on est sur un modèle économique à l'abonnement mensuel sur du premium. Copilot Studio n'a pas de logique premium, pas premium. Toute action se paye en nombre de messages par rapport à de la consommation réelle. Là où un Azure, tu payes des centimes ou des euros, tu payes des messages ou des 1,52 messages, etc. Donc, tout ce qu'on retrouve côté Power Platform, on le retrouve côté Copilot Studio. C'est quoi le lien avec Agent Flow? C'est Power Automate qui passe côté Copilot Studio. Sauf qu'il est pensé agent, il est pensé IA, et il est pensé intégration partout. Et au début, ils étaient identiques à la release. Aujourd'hui déjà, on a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Par exemple, l'approbation, on va dire en français, excusez-moi pour les gens qui écoutent, de l'approbation assistée par IA qui aide en cas d'absence, en cas de non-réponse, ce genre de choses. Je vais très vite là-dessus. Dispo en JA. Voilà, dispo en JA et reçoit. Il faut juste pas être frustré. Vous le voyez aujourd'hui. On le voyait il y a un mois, c'était Power Automate avec juste un autre modèle de licence. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités inédites en IA. Demain, qu'est-ce qu'on aura? On verra. Le vrai sujet, et il est caché sur la photo par Satya, mais on voyait le drone qui était vraiment en lutte pour essayer de prendre la photo sans Satya devant. Ils n'y arrivaient pas. Donc, Computer Use, pareil, on en parlera un petit peu plus parce que ça va être le buzz de ce trimestre dans l'écosystème low-code. C'est simple. Vous voyez la Robotic Process Automation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce gros mot, c'est clavier-souris dont c'est contrôlé par votre ordinateur pour faire des actions, sauf que ce sont des scénarios prédictifs où on reconnaît des clics-boutons pour saisir dans votre SAP, recopier dans votre Excel. Le Computer Use, il va utiliser toute la puissance de l'intelligence artificielle. Il va réfléchir ce qu'il voit à l'écran. Il va naviguer sur Internet. Ceux qui se souviennent de Minecraft, le jeu vidéo dont ils étaient assistés par démo où une IA expliquait aux joueurs ce qu'ils doivent faire, c'est cette technologie. C'est une technologie qui peut vous parler pendant que vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo. Et donc, cette technologie-là arrive dans le low-code, dans les agents Copilot Studio, et ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des agents assistés qui vont travailler en même temps qu'on clique-clique partout à l'écran.
et ils vont pouvoir travailler avec nous et nous aider à atteindre nos Donc use cases. ça ou à c'est faire des intéressant use cases parce complexes. que sur la dernière Ignite, on avait eu en effet Minecraft. la vidéo Minecraft où il apprenait à jouer en live et tu avais l'assistant qui avait même peur des zombies à un moment, etc. Et qui montrait comment il interagissait avec tout l'écosystème PC, Windows, etc. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité alors, qui est utilisée depuis un moment dans les articles, etc., qui s'appelle Computer Use, qui est dispo maintenant. Et ça c'est important parce que beaucoup de clients l'attendaient, de dire je peux influencer mon PC, faire des choses maintenant. Ça changera, en effet, on en reparlera certainement dans des émissions dédiées, mais la vision du RPA et de ce qu'on faisait par avant pour faire les mêmes choses, ça simplifiera beaucoup de choses. Grosse annonce sur la partie Copilot Studio. Et puis quand même, du coup, donc on commence à assembler. J'ai des agents qui ont de la mémoire. J'ai des agents qui travaillent sur l'ordinateur. La prochaine, c'est quoi? Tout simplement. Bon, évidente et classique. Pareil, on s'y attardera plus une autre fois, mais on va parler de multi-agent orchestration. Donc déjà, on avait là une certaine capacité au jour. Aujourd'hui, Copilot Studio est depuis un bon moment et l'outil qui sert à l'orchestration, à la gestion multi-agent, multi-flow, multi-action. Il a une capacité native qui le rend très puissant. Comme on dit, the EUI for AI, c'est lui, parce que globalement, il est déjà capable d'orchestrer. Alors, Kevin te dira que c'est un autre, mais... Non, c'est lui pour moi. Parce qu'il est capable d'orchestrer tout ce qui se passe dans iPhonery. Tu Il est comment capable il s'approprie de tout, la chose, quand même. Je te jure. Tout est à moi, c'est mon monde. C'est ça, Alors c'est que le Searcher code. fait la même chose. Hein, mais je dis rien. Exactement. Et voilà, mais aujourd'hui, on le fait, c'est un peu du bricolage, on triche avec des connecteurs, etc. On va le faire. Là, c'est officiel. Donc, c'est officiel, c'est le patron, c'est lui, c'est écrit, c'est Satya. Donc l'annonce, pareil, pour ceux qui nous écoutent, c'est la multi-agent orchestration, donc l'orchestration de systèmes multi-agents. C'est ça. C'est une annonce pas anodine et extrêmement forte. Moi, encore une fois, je prends la casquette Azure AI, etc. Le sujet des applications et des workflows multi-agents, ça va être demain la base de beaucoup de digitalisation de processus en entreprise. Par contre, jusque maintenant, on ne voyait pas trop qui allait porter, et je m'avance un peu peut-être quand je dis ça, mais la responsabilité de l'orchestration. C'est-à-dire que quand tu développais du custom agent, aujourd'hui, on te disait, il va falloir que tu bosses avec les frameworks open source, semantic kernel ou AutoGen, dont Microsoft te dit, c'est pas fait pour la prod. J'ai dit, mais attends, c'est bizarre, à un moment, j'ai besoin, moi, dans mon système, d'avoir un truc visuel. C'est parce que l'enjeu, il est là, c'est de dire, j'aurais construit 3-4 agents qui seront peut-être dans ma bibliothèque d'agents, que ce soit côté Foundry ou côté Copilot, peu importe. Et à un moment, qu'est-ce qui fait que je dis, lui, il parle à lui, et lui, il rebondit. Et ça fait sens, évidemment. Hein. D'ailleurs, toutes ces news font sens. On parle de MCP, donc c'est facile d'exposer, pour ceux qui ne savent pas, vraiment un protocole unique de conversation avec des agents. On parle agent to agent, donc on parle mémoire, on parle tout d'un coup multi-orchestration. C'est pensé tout ça quand même. Et ça fait, oui, c'est pensé. Et attends, la dernière news qu'on attend depuis le début. Et ça fait sens, Romain, dans le sens où, à un moment, t'imagines bien que tu auras tes agent builders qui seront peut-être côté low-code ou peut-être côté Foundry, dev, peu importe, qui mettront à dispo des agents. Et puis à un moment, tu auras les constructeurs de process qui vont dire, OK, j'ai ces agents qui ont des spécialités, et je sais que maintenant, je dois faire un onboarding de nouvel employé, j'ai mon agent IT, j'ai mon agent. En fait, je suis autonome pour dire, mon process, c'est agent IT qui déclare l'inscription d'un nouveau PC, etc. Comme c'est présenté des fois dans les démos, HR, etc. Mais c'est purement logique et métier, ça. Ouais. Donc en fait, il faut que ce soit très visuel, qui porte l'expérience workflow aujourd'hui, c'est la Power Platform historiquement, donc Copilot Studio. Donc moi, je comprends, et en tout cas, je commence à me dire que ça fait vraiment sens d'avoir le studio de construction de process versus les constructions d'agents. T'as vu, il dit plus c'est la Power Platform, le studio des workflows. Ils l'ont eu, Microsoft l'a eu. Ça y est, ils l'ont eu. Non, mais ça peut... et alors, tu vois, je comprenais pas pourquoi on restait côté dev un peu sur ce monde framework open source. C'est parce que je pense que d'un point de vue expérience client, voilà, le barycentre, il va être aussi sur des workflows côté Copilot Studio. Et du coup, pour la toute dernière news, parce qu'elle n'est pas très longue à raconter, c'est quoi quand on fait aujourd'hui de l'IA, surtout peut-être plus Kevin, je vise avec les yeux pour ça lequel je parle. Parce qu'il y en a un lequel en fait le plus, mon ami. Il y en a un qui fait tout ce qu'il veut avec de l'IA, il y en a un autre, il est côté M365. C'est quoi toi vraiment qui te manque vraiment quand en contexte pro? Si t'en avais un, Kevin.
Enfin, voilà, tu vois, on a parlé, tu vois, de mémoire. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment ce qui va... On a la mémoire, on a un agent, mais lui, qu'est-ce qu'il a de plus, l'autre Kevin? La voix. Ah, pas mal, pas mal. Et ça, on va y venir, mais là, c'est pour ma prochaine émission, je vais mettre la voix et l'avatar. Mais non, c'est le tuning dans le contexte professionnel. Ah, ok. Tu l'avais pas? Tu l'avais pas? T'as pas de problème avec ça? T'as regardé la même keynote que nous, Kev, ou pas? Mais non, mais du coup, je voyais Le seul truc qui a pas été annoncé, il te le donne. Non, je me dis, non, il attaque pas le tuning avec les Kevin et tout, non. C'est pour ça que je faisais bien avec ça. Si, ça va, ça. J'ai osé. Non, il va pas oser. J'ai osé le tuning pour les Kevin. J'ai osé, je me suis dit, ça va le mettre. Il y a Kevin qui fait plus de tuning que pas le l'autre. dire. C'était la dernière fois que Romain participait à cette émission. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Ne me fais pas dire C'est pas grave, maintenant vu que j'ai lancé la mienne maintenant. Alors, On avait dit qu'on parlait pas tous en même temps, les amis. Donc, c'était une perche extrêmement tendue que tu n'as pas su prendre. Donc voilà. si, non, parce qu'il a Et pourtant, teasé il la suite. y avait Antoine qui montrait ce qui arrivait en screenshot derrière. Je voulais pas dire tuning ça. de ma bouche. Donc, tu l'as dit, Romain, c'est l'annonce de Copilot Tuning. C'est ça. Donc là, on est entre les deux mondes. On est entre Copilot Studio et Copilot Microsoft 365. Et n'oublie pas que la Copilot 365, c'est le grounding. C'est le socle à toute la partie low-code. Aujourd'hui, toute la partie low-code, elle est en collaboration ou repose en plus ou moins en partie sur la partie Copilot 365. Et moi, quand tu me dis que mon entreprise, je vais pouvoir faire du tuning, et ce qu'ils appellent tuning, c'est comprendre les mots, comprendre les éléments de langage, parce qu'il y a des entreprises où tous les éléments de langage du quotidien ont une autre signification. Et moi, c'est mon problème dans les projets. Quand je tombe chez ce genre de client, on est en position latérale de sécurité pour faire un Copilot Studio. C'est compliqué. Tous les mots, il les comprend pas. On doit lui réexpliquer. Et en plus, il n'y a pas de mémoire. Donc là, maintenant, si j'ai du tuning, si j'ai des synonymes, si j'ai du contexte, si j'ai de l'entraînement et si j'ai de la mémoire, ça y est, tous les verrous sautent, et en si fait. tu vas jusqu'au bout de la définition du tuning, c'est qu'à la différence du RAG qui viendrait influencer les réponses de ton bot avec une base de connaissances, en effet, là, tu viens intrinsèquement adapter, personnaliser ton modèle avec, par exemple, des acronymes de ta société, mais peut-être même un comportement de ton bot. L'exemple souvent pris, c'est des juristes qui traiteraient les dossiers de telle manière, etc. Tu aurais tout en connaissance, la résolution des cases par tes juristes d'entreprise. Tu pourrais personnaliser un agent juriste qui se comporterait, donc ça influence le comportement de l'agent grâce à cette connaissance. Donc c'est pas juste, il vient répondre en regardant rapidement les réponses qu'il y a eu par le passé, c'est il vient se comporter, réfléchir, parce que derrière, on aurait les modèles de raisonnement qui influenceraient, etc. Donc, il pourrait avoir ce mode de réflexion qu'ont finalement tes juristes dans l'entreprise. Moi, je vais te donner un autre. On parle tout le temps des juristes et des RH. Je vais juste donner un autre exemple qui est un enfer. Tu veux faire un agent qui aide à travailler sur une base de connaissances de développeurs et d'architectes en développement qui fabriquent des logiciels pour des architectes en bâtiment. Analyse les specs de ça, toi l'IA. Ce sont deux professions qui ont exactement le même champ lexical de bout en bout. L'IA, elle est perdue. Donc c'est là où le tuning devient super intéressant. Parce que du coup, voilà, tu as des mots du quotidien qui ont un sens différent pour l'informatique et pour le métier d'entreprise, dans le but de faire en plus travailler tout le monde en même temps. C'est ça qui va pouvoir répondre à ce genre de cas. Donc ça, en effet, c'est pareil, c'est une belle annonce qui était attendue parce que ça répond au sujet qu'on a. Alors, ça fait combien de temps que Copilot Microsoft 365 est annoncé? Presque 2 ans. Presque 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on voit que Microsoft a pris le parti pris d'avoir un Copilot pour tout le monde, un peu générique, etc. Là, on va vers un Copilot dédié à l'entreprise et c'est à la fin une amélioration de Copilot par la même occasion, parce que on va dire, ok, on voyait bien que jusqu'à maintenant, il te répondait de manière générique et peut-être à côté de la plaque. Ne vous inquiétez pas, avec un peu de personnalisation et de fine-tuning, si on prend le mot officiellement utilisé dans le jargon de l'intelligence artificielle, on verra qu'on aura un Copilot Microsoft 365 encore plus pertinent, qui aura des réponses contextualisées et qui, du coup, comprendra le métier et surtout ce sentiment d'être compris quand on est dans le métier, plutôt que d'avoir un bête LLM générique, on va dire, va être permis par cette fonctionnalité, le fine-tuning, donc le Copilot Tuning. Grosse annonce. Ouais, non, voilà. Et surtout très cohérente. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que parfois, il y a eu des sessions, ça c'est mon mot de la fin, où il y a eu des annonces dans tous les sens, plein de petites annonces tech dans tous les sens. En fait, ça fait 2 mois qu'on les a tous les jours. Et là, on voit qu'il y a une logique, et ils ont un plan.
Et voilà. Donc, en tout cas, c'est super intéressant. Ouais, ça va dans le bon sens, c'est pareil, hein, on n'arrête pas sur les révolutions entre le MCP, les orchestrations, etc. Demain, on va avoir beaucoup de choses pour pouvoir travailler. On a eu des belles démos, là, un peu de système multi-agent, on en aura certainement plus demain. Ça amène beaucoup d'usages aussi au niveau de l'entreprise parce que ça va développer les usages. Ouais, carrément. Cette contextualisation, le fait d'interagir avec différents agents, ça va simplifier. On enchaîne, donc ça, on ferme la porte. Donc, Low Code, Copilot Studio. Alors, je les ai même plus tous, mais on avait dit Team CI Library avec les introductions MCP, A2A et surtout la mémoire long terme qui est quelque chose d'important. Copilot Studio, retenez le computer use qui vous permet de reproduire ce qu'on faisait avec de l'ERPA sur une autre méthode, mais voilà, avec booster à la GenAI. Avec de l'autonomie. Et de faire des démos Minecraft, vous l'avez compris. Surtout l'orchestration multi-agent qui peut vraiment être, qui va devenir peut-être la tour d'orchestration de nos systèmes complexes. Mais ce qui est logique, encore une fois, hein, si on pense digitalisation de process, c'est aussi la RPA était côté Power Platform. Et le Copilot Tuning pour avoir ce Copilot Microsoft 365 qui vous comprend. Ouverture à toi, mon Kevin. Parfaite ouverture. Qu'est-ce qu'on fait sur la partie Modern Work ? Peu moins peut-être déjà. Un peu moins, parce que c'est vrai que là, les 4 derniers événements Microsoft, c'était beaucoup Copilot, au détriment des news vraiment pure dev. Et puis là, il y a eu des grosses annonces qui ont été faites à partir de la mi-avril côté Microsoft sur M365 Copilot. Donc Microsoft aime beaucoup appeler ses releases sous la forme de Wave côté Copilot. Et donc là, on a eu la Wave 2 en septembre, et là, on a la Wave 2 Spring pour printemps. Donc là, ce qu'ils ont dit pendant la build, c'est que ce qui a été annoncé en avril est en GA. Donc, en gros, c'est en train d'arriver. Et pour rejoindre un peu ce que disait Romain, c'est que là, sur la partie M365 Copilot, c'est vrai qu'elle a sorti il y a 2 ans. C'était un peu l'assistant pour tout le monde, des tâches un petit peu génériques. C'était finalement l'IA générative dans le monde de l'entreprise, dans un contexte un peu sécurisé et autres. Mais ça a ses limites. En fait, après avoir maîtrisé le prompt, on se rend compte qu'en termes de personnalisation, de contextualisation vis-à-vis de son entreprise ou pour des tâches ou des processus métiers complexes, on arrive à des limites. Le but et l'objectif de la Wave 2 Spring pour Copilot, c'est justement d'apporter cette intelligence, cette contextualisation supplémentaire qui est nécessaire pour les entreprises pour que Copilot soit vraiment utile dans les process métiers. Donc déjà, en grosse nouveauté, il y a une refonte complète de l'interface de Copilot, donc qui arrive et qui est pensée et centrée autour des agents. Donc les agents sont beaucoup plus facilement accessibles pour les utilisateurs. Donc il y a un petit remaniement, avant c'était à droite, maintenant c'est à gauche, mais surtout, il y a l'arrivée d'un... On parle toujours des agents. Des agents, toujours. Des agents, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ça. Après que le monsieur parlait, voilà. Donc là, c'est la nouvelle interface graphique. Ce qui arrive avec cette nouvelle interface-là, c'est qu'il y a un store dédié pour les agents. Aujourd'hui, pour retrouver des agents, un peu mal fait, ça passe par le store Microsoft Teams. Et donc là-dedans, pour retrouver des applications qui proposent des agents, il fallait faire attention au petit logo. Maintenant, les agents qui sont... D'ailleurs, c'était un peu fouillé entre ce qui était développé par des partenaires, etc. On ne savait pas trop ce qui était officiel dans les agents. C'est ça. Alors, ça va être encore pire parce qu'on n'en a pas trop parlé dans les émissions d'avant. Ils l'ont sorti entre nos 2 émissions. Microsoft se positionne en éditeur de logiciels. Oui, mais... Éditeur d'agents. Mais au-delà d'agents avec application. C'est ça, on en parlera dans une autre émission. Mais il y a 5 ou 6 bundles qui sont dans le catalogue qui sont des applications verrouillées, entièrement gérées par Microsoft. Et du coup, elles apparaissent aussi dans ta liste. Et ça peut être vraiment traître. Et du coup, les agents vont te retrouver là-dedans. Donc, c'est les agents de Microsoft, les agents de ton entreprise à toi et les agents de partenaires. Donc, ça arrive là-dedans. Il y a une autre nouveauté qui arrive aussi, c'est la partie Copilot Search. Donc, aujourd'hui, quand on recherche des documents, c'est un cas d'usage qui marche très bien avec Copilot. C'est que quand tu recherches quelque chose dans l'entreprise, en langage naturel, tu as Copilot qui va interroger tout le graphe ou toutes les sources de données auxquelles il a accès et il te remonte ça. Le problème de cette méthode-là, c'est que tu as parfois l'impression que les résultats sont un peu arbitraires parce qu'il va te remonter des choses. Pourquoi ça ? Est-ce qu'il a ignoré quelque chose ou pas ? Donc, tu avais un peu cette incertitude-là. Ils ont réglé ce problème-là dans l'interface, c'est que tu as un moteur de recherche, donc tu tapes, tu as le retour, mais tu as la possibilité de filtrer, comme tu le ferais avec un vrai moteur de recherche, par rapport au contributeur, à la date, à la source de données. Donc, si tu as en plus plusieurs sources de données qui sont connectées à M365, via le graph, par exemple, ServiceNow, Salesforce ou peu importe, eh ben, ça remonte aussi. Donc tu peux le voir et tu peux dire non, la réponse n'est pas censée venir de ces sources-là. Tu peux filtrer. Exactement. Okay. Ça, c'est la nouvelle expérience de search. C'est ça, qui arrive en juin. Qui arrive en juin. Une autre nouveauté qui va arriver dans la nouvelle interface, c'est la partie création.
Donc, je crois qu'il y a déjà presque 2 ans, j'avais parlé d'un produit qui s'appelle Microsoft Designer, mais qui était pour la partie grand public. Oui. Donc, qui était vraiment bien, qui permettait de générer des images, C'est mais d'une propre. manière très ludique, avec une bibliothèque d'images, avec des résultats, avec les prompts types, génération de bannières, de pictos, de fontes, etc. Ouais. Et ça manquait en fait côté M365, c'est ça, comme le dit Antoine, un peu ce que proposait Canva ou Firefly côté Adobe. Là, ça arrive nativement côté M365 Copilot. La force derrière, c'est que c'est plus le vieillissant DALL-E 3 qu'il y a derrière, mais c'est le dernier modèle qui est présent, génération d'images dans OpenAI 4o à l'intérieur. Il y a la possibilité, vu qu'on est dans... c'est le modèle Image One. Image One, c'est coup, ça, ils l'ont appelé, d'OpenAI. ouais. Voilà, Et qui est intégré à notamment ChatGPT. avec les fonctionnalités assez puissantes de ce qu'on appelle lean painting, Yep. donc la capacité dans une image à détourer une partie et dire ça tu me le changes. Jusqu'à maintenant, on avait toujours un mécanisme qui régénérait l'image C'est ça. et tu perdais tout ce que tu avais eu avant qui était bien. Aujourd'hui, tu Frustrant. peux dire juste cette partie-là, je la veux pas, tu me la changes. Ouais. Et bien ça, on l'a, du coup. Vu qu'on est dans un contexte entreprise, on peut mettre sa charte d'entreprise à l'intérieur, les couleurs de son entreprise ou même tous les éléments graphiques de son entreprise. Et je peux aussi générer... Comme base de connaissances. Comme base de connaissances, c'est ça. Tu Ok. peux le personnaliser à l'intérieur. Et tu peux du coup générer des images ou te faire guider par Copilot pour créer des vidéos. Tu peux créer... Ouais. Donc, Ça va être extrêmement puissant pour alors, le marketing de beaucoup c'est d'entreprises. ça. Alors, pas de vidéo à la Sora, mais c'est ce que j'avais Non, mais dit. déjà, avec je veux dire, Clipchamp, c'est la ça. partie charte graphique Oui. en base de connaissances. Oui. Beaucoup de sociétés ont envie, se satisferont de ça, j'ai envie de dire, sans aller vers du plus pro. C'est ça. Notamment quand tu démarres ton Déjà, c'est entreprise essentiel ou pour que tu investis. l'entreprise au niveau marketing. Exactement. Là, ça se c'est que positionne respecte la charte. frontalement sur Canva. Tu l'auras dans Copilot, t'imagines. C'est ça. Et là, c'est frontalement sur Canva et c'est intégré du coup à Copilot. Donc ça, c'est intéressant. Une autre nouveauté qui arrive aussi, c'est les notebooks qui arrivent dans Copilot. Donc si on compare avec ce qu'il y a dans côté ChatGPT, c'est l'équivalent des projets côté GPT. Ah. Donc ce qu'il sera possible de faire, c'est dans un notebook Copilot, c'est de consolider tout un tas de sources de données. Ça peut être des Copilot Pages, ça peut être des documents, Word, PowerPoint, Excel, des emails, et peu importe. Et du coup, mon interaction avec Copilot va être centrée par rapport à mon notebook à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir l'interroger sur un contexte donné. Contexte qu'on aura. C'est ça. Donc, c'est un espèce de RAG très simple, vraiment dédié à mon contexte projet à l'instant T. Et ce qui est intéressant pour consommer cette information-là, c'est que je peux lui demander de me générer un podcast audio pour assimiler la compréhension et la captation des informations. Ça, c'est des usages où moi, je suis pas encore client. Tu vois. Eh C'est incroyable. Moi, ça me perd un peu. Alors, le Notebooks, je trouve que l'application, la terminologie n'est pas la bonne parce que tu vois, je l'ai testé sur ChatGPT, je l'ai testé sur Claude, et tu es là dans le Workspace projet et ça fait sens. Tu mets tes docs, etc. Notebook, c'est tellement d'autres choses dans le monde du dev, c'est Python, etc. que tu me perds un peu quand tu appelles ça comme ça. C'est exactement ce que j'avais dit au Summit. En fait, on comprenait pas trop quand ils nous ont présenté ça au Summit. Tu as un notebook, on fait, dit c'est attends, juste un workspace projet, quoi. Mais dans OneNote, on a des notebooks aussi. Oui, en plus. C'est ça. Dans Jupyter, tu as des notebooks aussi. Bien sûr. C'est le bazar. Mais après, quand tu associes ça, tu dis non, c'est comme un projet. Donc, je sais pas si le nom de notebook s'il va rester longtemps, on verra. Mais en tout cas, la feature est assez intéressante. Donc ça va t'arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a la mémoire côté Copilot qui arrive aussi. Il y a plein de nouveautés. Donc la mémoire côté Copilot, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va retenir du coup le contexte de la conversation. Il va retenir ton contexte à toi, qui est-ce que tu es, ton job, tes préférences et autres. Et il y aura la possibilité de faire oublier des choses à Copilot si jamais tu veux pas que ça influe sur le résultat. Ça te permet de faire en comparaison aussi depuis récemment ChatGPT avec ce qu'ils appellent les mémoires éphémères où tu peux sélectionner si la mémoire long terme est activée ou pas pour faire la comparaison avec le OpenAI grand public. Toutes ces démos avaient été montrées lors d'une vidéo pour les 50 ans de Microsoft, si je dis pas de bêtises, où on avait autour de la table ronde Bill Gates, Satya Nadella et Steve Ballmer, donc les anciens patrons de MS, réunis autour de Copilot sur un téléphone et discutaient avec un Copilot beaucoup plus personnalisé qui notamment avait cette mémoire long terme et qui faisait des références, anecdotes de choses que l'un et l'autre auraient dit et voilà, qui était là pour illustrer un peu comment ça deviendra le compagnon plus que juste l'assistant. Quoi. Cette démo-là, c'était dans le Copilot grand public. Donc là, mais ça rejoint cette vision, ça de illustre ce que ça va devenir en fait. Il va avoir tout un historique. Et la dernière nouveauté qui va encore dans cette côté, on va dire personnalisation, c'est les people skills qui arrivent côté Copilot. Donc les people skills, c'est pas vraiment une news pure Copilot, c'est vraiment autour de Microsoft 365.
Derrière, Autour de quoi? le Microsoft 365. c'est le- Il a failli c'est le bugger. profil. Mais c'est vrai qu'officiellement, il s'appelle Microsoft Alors, 365 non, mais c'est Copilot. pareil, maintenant. pour faire la référence à ce qu'a dit Romain, tu vas dans le Book of News, tu as les News Copilot, et en bas, tu as un petit truc ça. qui dit News Microsoft 365. Alors Ouais. qu'en vrai, parce qu'on a eu le cas pour un besoin interne, là, on m'a interrogé dernièrement sur la roadmap Microsoft 365. Quand tu vas sur la roadmap officielle, Il y en a il y a plein. plein de choses, de news autour de SharePoint, des features qui arrivent, des choses, hein, et qui peuvent en plus être des vraies révolutions clients, mais on la regarde plus. T'as plus de slide MS de c'est quoi la roadmap Microsoft 365 et on n'en parle même plus à la Ouais. build, quoi. Ouais, c'est ça, incroyable. C'est beaucoup Copilot. Et du coup, je suis perdu le fil. Avec les people skills. Donc, côté people skills, qu'est-ce qui se passe? Derrière chaque profil Microsoft 365, si vous cliquez sur la carte de quelqu'un, il y a sa fiche de contact, sa carte de visite. Donc, les mails, etc. Et il y a quelque chose que les utilisateurs remplissent très peu, ce sont les skills, les compétences. Clairement. Donc, Jamais. très Enfin, peut-être parce qu'ils n'en ont pas. C'est possible aussi. Ils veulent pas ça. Alors ils moi veulent pas j'ai que joué les le gens jeu côté Expertime, j'ai rempli le mien, mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux parce que tu dois tout taper toi-même et tout. Donc là ils ont fait une grosse mise à jour côté People Skills, ça fait 2 ans qu'ils travaillent dessus en secret. C'est qu'ils ont aspiré 18 000 compétences côté LinkedIn et du coup les utilisateurs peuvent, à partir de ce référentiel côté LinkedIn, mettre les People Skills eux-mêmes manuellement. D'accord. D'accord. Donc c'est de la Ça c'est suggestion. intégré à M365. Ah, c'est suggéré, c'est Exactement. pas C'est suggéré, directement tu- associé. quand même. Côté, pour les utilisateurs qui ont M365 Copilot, Copilot le fait pour toi. Donc il va Ah. analyser ce que tu fais, comment tu bosses, et il va aller matcher ces skills-là. T'imagines le jugement qu'il te met et là si t'es Ouais. déçu avec les compétences, tu vois, qui un peu Ouais. lazy, etc. Très moyen en SQL. Ah, Ah, très merde. moyen en SQL alors que t'es un expert SQL de la boîte. Ouais, mais T'imagines. pourquoi c'est nécessaire? Parce que pour et l'ancien combattant à l'approche du mois de juin, mais euh, globalement, les projets de skills dans les profils SharePoint, etc., la raison d'échec number one et pourquoi ils ont fait ce projet Microsoft, c'était une taxonomie ouverte. Donc, dans chaque entreprise, tout le monde écrivait les skills qu'il voulait, Ouais. de l'orthographe qu'il voulait, avec des fautes C'est ou horrible, pas. ça. Et l'inverse, c'était, on fermait cette taxonomie, ça devait être géré par les RH. Alors, même avec les RH qui ont la meilleure volonté du monde, au bout d'un moment, 18 000 skills à créer par entreprise, impossible. Donc, en fait, c'est une vraie nécessité. Et t'as la cette- base de connaissances Non, mais LinkedIn. pour que ça marche, qui est c'est une monstrueuse. vraie nécessité, en fait. Alors t'as la base, mais il y a toujours quand même la possibilité pour les entreprises d'avoir leur propre terminologie avec. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que avec ça, donc c'est inclus dans M365, donc c'est gratuit. Les utilisateurs qui ont M365 Copilot, eux, ont l'alimentation gratuite, D'accord. automatique. Pas inclus dans le. Ils peuvent opt-out s'ils n'ont pas envie de remplir leur skill, s'ils le D'accord. souhaitent. Et ce qui va être intéressant, c'est pour les utilisateurs qui ont M365 Copilot, il y a un agent qui s'appelle Skills Agent, qui va te permettre de rechercher des compétences dans l'entreprise. Donc tu dis, j'ai besoin d'un Ah oui. MVP IA, par exemple. D'un ben, hop, expert il va te SQL, sortir par qui est, exemple. voilà. Et Ah oui, il y en pour a les pas. profils RH, en fait, ils vont pouvoir tirer profit de Viva Insights. Donc il est toujours vivant, celui-là. Ah, Et ça va te montrer une cartographie des skills que tu as dans l'entreprise et tu vas pouvoir adapter ta stratégie de recrutement, de montée en compétences Oui, par sûr. rapport à tes skills. C'est beau, hein. bien sûr. Par rapport à Viva ta Insight, C'est ça, par qui est rapport le à ta- nouveau skill agent. C'est ça, par rapport à ta stratégie Qui l'aurait cru d'entreprise. Et ce qui est intéressant pour boucler la boucle, On c'est se moque que d'une techno par build. Hein. L'année dernière, on s'est moqué quand ils ont osé dire le mot SQL C'est Server. dans la- Là, Oui. on dit, oh, Viva Insight. Bah, Non, mais dans la j'adore quand partie- Kevin il te dit, tu vois, notamment Viva, tu sens c'est le truc, c'est l'ancien Yammer. Moi, j'y tiens encore. Ouais, c'est ça, Oui, il te dit, Yammer, non voilà. mais ils vont réussir à te le faire utiliser. Non, c'est plus Viva, c'est un agent. voilà, Et- c'est maintenant. Et ce qui est intéressant C'est dans la beau. C'est partie... plus Yammer, c'est un agent, c'est surtout c'est ça. ça. Pour C'est un terminer- agent social. Pour terminer sur la boucle de l'orchestration, vous vous rappelez, il y a le précédent épisode, on avait parlé des agents basés sur le raisonnement, researcher et analyst, et j'avais dit que researcher permettait de faire de l'orchestration, et il pouvait appeler par exemple Viva Sales, Ouais. lapsus, Copilot Sales, pour faire de l'analyse si c'était pertinent pour lui. Mm. Et ben, les people skills, ça fait partie des agents qui va pouvoir appeler researcher à terme. D'accord. Et du coup, tu vas pouvoir travailler sur toute ta stratégie de recrutement, de montée en compétences par rapport au skill de ton entreprise, etc. Donc il y a un vrai use Ouais. case derrière. Enfin, Là, c'est ouais, vrai que c'est- Regarde, c'est faire pas mal. l'innocent, parce que Ouais. en Il dit intro, c'est pas mal. il te dit que le level 4, c'est quand les agents vont nous faire bosser. Fais le lien, hein. C'est bon, on a l'agent qui sait identifier tes compétences, il est là, il dit Ah, maintenant toi tu fais Alors ça. après, par exemple, moi, ça on y est me, presque. ça me vend moins du rêve, tu Ouais. vois, là, en première annonce, et je demande à voir. Hein. Enfin, nos Il faut- profils par Copilot basés sur ce que tu produis
faire des fois des PowerPoint, des choses. Je suis curieux de voir comment. Oui, je serais intéressé pour voir comment. Parce que tu vois, typiquement, t'es développeur, bah tu t'es pas forcément à la production de PowerPoint, tu vois. Et qu'est-ce qu'il analyse ? Est-ce qu'il analyse le fait que t'es sur GitHub, que t'es sur Azure DevOps, et qu'à un moment t'as fait des choses, jusqu'où il va ? Enfin, tu peux être sur un profil c'est tech. Ça. Et est-ce qu'il analyse ton code ? Est-ce que, par exemple, il peut te dire le niveau d'expertise de ton code en fonction de ton code ? Si t'as beaucoup d'erreurs. Débutant, t'imagines, t'es l'archi d'entreprise, et il met débutant, il a vu le code, et il te dit, c'est pas dingue quand même. Lui, il est pas bon en Python, hein, faut pas le croire. White Belt Python. Non, mais faut voir. En tout cas, ça peut être génial. Toutes ces nouveautés, ça fait tendre Copilot sur quelque chose d'un peu plus contextualisé, personnalisé à toi, mais surtout à l'entreprise, quoi. Et c'est quand même pas mal. Oh oui, encore une fois, vous nous connaissez, on est un peu taquin, on aime bien se projeter. On veut voir. Ça reste des innovations et des problématiques d'entreprise. Sur le papier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin, au contraire, je pense. Je suis juste curieux de voir jusqu'à quel point on a progressé là-dessus, pour le coup, sur la partie skills. Tout était en cours de déploiement, sauf la partie Copilot Search et Copilot la mémoire, c'est à partir de juin. Et en effet, donc on l'a tous vu chez nous arriver, là, tu me l'as dit un peu plus tôt. Researcher et Analyst sont disponibles, on peut les tester sur Teams, a priori sans surcoût. Sans surcoût, tout est intégré. Voilà, donc ça c'est quand même une petite annonce dont on reparlera sur les prochains épisodes, mais il y avait un gros débat sur est-ce que toutes ces nouvelles fonctionnalités allaient à un moment amener un Copilot Premium, est-ce que Researcher qui est sur du O3 sera quelque chose en plus ? Non, c'est dans le même prix pour Copilot, donc là c'est là où on commence à voir... Il est déjà dans les 30 € Premium que tu payes par mois. C'est là où on commence à voir la puissance, hein. C'est que si tu as le studio de design pour ton marketing ou n'importe qui, tu es vraiment dans la personnalisation, si tu as la traduction live de la voix, les researchers, tout ça dans tes $30, et on n'est pas dans 2 ans, façon de parler, là, à un moment, il n'y aura plus de débat. Mais question, par contre, est-ce qu'ils sont sur la logique OpenAI ? C'est-à-dire, parce que moi, je suis aussi utilisateur OpenAI à côté, de Microsoft. Et la plupart de ces fonctionnalités... Bonjour, Romain. C'est ça qu'il a fait un moment confession, un peu. Et tous ces outils, en vrai, c'est marqué, oui, tu les as dans ton abonnement, et puis au bout d'un moment, ils disent, il te reste 3 prompts. Exactement. Voilà, et est-ce que c'est ça avec Researcher C'est pas ça. Enfin, en tout cas, là, clairement pas. D'accord. Donc, attends de voir. Non, mais c'est vrai, il y a un effet un peu déceptif. Parce que moi, tu vois, on m'a mis la 4.5 preview. J'ai fait, c'est trop cool, je l'ai mis en par défaut. Le lendemain soir, dans un mois. Ou même O3 qui est assez limité. O3, elle a du crédit. Hein. Oui, mais t'es limité. T'es limité alors que t'es sur une version pro payante. Enfin, tu vois, sans être celle à $200, au final, t'es limité. Mais tu vois, O3, je peux m'en servir je peux faire 3 jours de production de contenu vidéo. Et elle n'est pas encore sèche, donc ça va, tu vois. On va, je vois aussi l'heure qui passe. On avait dit, on a fait des petites statistiques entre nous pour se dire combien de temps on tiendrait, parce qu'on sait que les épisodes spéciaux, il y a souvent beaucoup de choses à dire. Et tu vois, Kevin m'a fait en commentaire juste avant. Il n'y avait pas grand-chose dans cette build. En fait, plus tu creuses, c'est toujours pareil. On est tellement à chaud. Tu as tellement eu des effets waouh sur les annonces Copilot passées que tu compares toujours à ça. Et au final, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer notre quotidien d'utilisateur de produits IMS. On va passer du coup à Nicolas. 4 minutes. Je vais essayer de faire court. Non, mais pour le coup, je vais le devoir, hein, du coup. Pour le coup, Nicolas, on a moins d'annonces mais c'est normal. sur Microsoft Fabric pour une raison très simple. C'est qu'on a eu la FabCon un peu avant. Alors, on a 2 events, on a 2 FabCon par an, donc si on multiplie ça par 2 avec ne t'excuse pas, Nicolas. C'est ça. Donc, Nicolas, qu'est-ce qu'on a eu du côté Data Platform sur cette build ? La grosse news de la soirée, c'est Cosmos DB. Non, tu nous fais la même là. L'année dernière c'était SQL Server, cette année c'est rappelez-vous, on l'avait moins senti sur l'épisode, mais on avait eu un énorme fou rire sur la dernière build, sur l'annonce des SQL Database, qui était une révolution sur Fabric. C'était SQL Server dans Fabric. Oui, c'est ça. Des bases opérationnelles. Voilà, vraiment le moteur SQL Server. Là, maintenant, on a le moteur Cosmos DB. Exactement. Il va nous refaire le même fou rire. Alors, Cosmos DB dans Fabric. Voilà. Ça a un intérêt pour plusieurs raisons, quand même, c'est qu'on voit qu'on aura toutes les bases de données. Du coup, on va pas se faire une fois deux. T'as Antoine qui dit non. On rappelle aussi qu'il est tard le soir quand on fait ça et qu'il y a un peu la fatigue de la journée. Du coup, on pense néanmoins qu'il y a un intérêt. Du coup, et on avait dit qu'on le ferait pas. On est reparti.
Il va falloir couper. Là c'est coupé au montage. On va y revenir après. Non, Ouais. ça sera jamais coupé. Non, il faut Ça, pas. On avait dit. Non, mais oui, alors Cosmos DB pour aller vite. Pensez à toi dans les bouchons en train de nous écouter qui pige rien depuis 5 minutes. Exactement. Non, mais disons que là, l'histoire de Cosmos DB, c'est d'amener plus que la base structurée. Non, du non structuré. C'est lunaire pour parler de Cosmos DB. Désolé, Ouais. c'est notre moment, on se perd un peu. C'est ça, ouais, on passe à la data, faut qu'on Tu craque. sais tellement que ça va être notre fil rouge, ça, à chaque fois, sur les builds, ça sera terrible. Non, mais au moins, on passe des bons moments. Nous, oui, ceux qui nous écoutent, ils sont perdus, là, c'est foutu. Hein. Non, mais ils auront L'intérêt, compris. ça va être notamment pour tous les développeurs data scientists qui Allez. vont vouloir faire de l'AI. Oui. Ça, c'est un des gros sujets. Donc, ça. on le sait que Microsoft, on le voit, pour une entreprise qui voudra un peu avoir cette vision low-code sur la data, bah, on a les bases opérationnelles, transactionnelles, donc qui vont supporter C'est l'applicatif. ça. Pour une partie des sites e-commerce, qu'on aurait pu faire d'ailleurs en low-code ou sur d'autres technos, bah, on aura du Cosmos dans Fabric. C'est centralisé. Pourquoi pas. Et ce qu'on pense derrière aussi, c'est que c'est à destination des data scientists. Et de Notamment. l'IA. Et Beaucoup, de l'IA. ouais. C'est-à-dire que à un moment, je suis data scientist, je travaille dans Fabric, j'ai peut-être la responsabilité du coup des sujets de search, sémantique ou autre. Je t'ai perdu, je m'étais bien repris, Nicolas. Et du coup, on voit que Microsoft rajoute de l'IA built-in dans Fabric et ça passera par Cosmos. C'est pas gentil, Nicolas. Et d'être concentré sur le texte. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a eu, du coup? Plus sérieux. La suite. Oui. Ouais. Ah oui, ça y est, on a fait la première. Bien, Non, mais le Cosmos studio- DB, c'était vraiment la grosse annonce parce Alors, que le studio, il manquait peut-être cette partie un petit peu data science, utilisation notamment de la partie données semi-structurées. Ne cherche pas à le justifier. On passe Allez, à on la passe seconde au news. Digital Twin Builder. Donc là, c'est sur la partie real-time. Oui, pour l'accent. Donc là, on est sur quelque chose qui va se baser sur plein de sources de données et qui va amener, je dirais, une sorte de modélisation, enfin, un aspect un peu plus user-friendly sur la partie real-time. Donc jusqu'à maintenant, en fait, au niveau real-time, c'était des flux, des flows, des bases KQL, etc. Là, l'idée, c'est d'avoir un outil qui nous permette un petit peu d'avoir cet aspect un peu visuel avec la partie modélisation, le mapping des données, créer des relations aussi un peu. Alors, c'est de la virtualisation un petit peu des relations entre les différents objets qu'on aurait dans notre partie real-time de notre. On va parler de modèle de données, mais finalement, on arrive à quelque chose d'assez proche de ce qu'on a en analytique, mais avec la partie real-time. aller plus loin, parce que quand on parle de digital twin, les jumeaux numériques, depuis tout temps, c'est dans un monde industriel, par exemple, avoir un modèle 3D d'un immeuble et que tu vois en temps réel tous tes capteurs qui te montrent dans telle salle, il se passe ça. Ça, là, on c'est n'en la est pas là. partie non, On n'est pas sur la modélisation 3D, mais on est quand même dans une première étape qui est, alors je crois qu'on a vu en screenshot une vision plutôt graphe. Oui, du coup, voilà, une un petite peu vidéo comme avec. on a avec les bases graphes historiquement du Neo4j, etc. C'est ça, avec des relations entre avec les des différents relations éléments. et le fait de pouvoir, tu l'as dit, tu as parlé de mapping, d'associer des données temps réel avec une spatialisation. C'est-à-dire de dire, alors plutôt sur une vue map, du coup 2D, le côté graphe, mais du coup c'est une première étape, notamment donc, quand on fait du real-time, sur le traitement des logs, tout ce qui est observabilité, à un moment on a besoin de se représenter ce qui se passe en termes d'événements, et du coup, a priori ce nouveau produit, donc qui va être côté Event Hub Real-Time, comme on l'appelle, le Real-Time Experience Hub, parce que je crois qu'on joue sur c'est sur l'expérience real-time, c'est ça. Exactement. On va avoir cette possibilité de matérialiser la donnée sur une vue de jumeau numérique. Ce qui correspond à beaucoup de clients. C'est-à-dire qu'en vrai, la vision en jumeau numérique 3D, c'est souvent un investissement dans le développement du modèle 3D pour représenter exactement ton outil ou ton immeuble, etc. Beaucoup de clients se satisfont d'avoir cette vue déjà graphe temps réel, en fait, de choses qui se passent à l'écran. C'est beaucoup plus compréhensif, en fait, par rapport à quelque chose. Ça se matérialiserait comment, en fait? Parce que tu vois, une usine virtuelle, ces jumeaux, ça, j'arrive à bien voir, tu vois, visuellement. Mais là, en termes de données, ça veut dire quoi? Tu as du contexte en plus par rapport à ta donnée et tes transactions? En fait, tu as une sorte de modélisation avec des objets. Enfin, on a vu avec des relations que tu pouvais identifier par rapport à tes objets. Donc, ça te permet de mieux comprendre, finalement, ta modélisation.
Et de voir, encore une fois, à l'écran, mais sur un plan 2D, des choses. Ouais, c'est Alors, 2D. pas forcément en mode architecte, etc., mais Non. plus en mode objet numéro 1, objet numéro 2, C'est ça. etc. Ok. Des choses, des événements qui se passeraient, tu vois, C'est ça. avec des couleurs, avec peut-être des On indicateurs. est dans des la choses comme ça. compréhension, en fait, de Tu ce qui vois se la- passe. Alors après, la démo était limitée, donc Ah oui. on a vu un screenshot Et je rapide. pense que l'objet est encore en preview. C'est ça. Bon, Cosmos DB était en private preview. Là, on est vraiment sur un tout début Par de... contre, Mais de voir si je une- mets un computer use ou un iVision par-dessus. Drôle, là, quand même. Alors, tu pourrais, mais je Ouais. vois pas Non, à mais quoi je ça vois- servirait. Ah, pour- Dans Fabric. Ouais, voilà. Non, en Pardon. tout cas, ce qui est important, et moi, je vois, c'est une petite info, mais pas trop, parce que il y a pense que un c'est le monde que commencement. Fabric n'adresse début pas du- encore, Ouais. exactement, c'est le monde de l'IoT. L'IoT, on a toujours été entre ce monde Azure, on a toujours l'Event Hub qui est côté Azure aujourd'hui. T'as le temps réel aujourd'hui avec des objets. T'as le temps réel, T'as mais l'event tu- stream. T'as mais le... tu te bon, connectes, Après, c'est des tu te trucs connectes c'est à un basique. Azure IoT Hub. Oui. J'ai dit Event Hub, tu as l'Azure IoT Hub Oui. qui lui adresse la partie protocole de communication objet Oui. et qui est tout ce côté un peu. Je crois qu'on a toujours l'Azure IoT Operation, des choses comme ça. On voit que t'as encore un gros barrissant de côté Azure. Complètement. Là, on a quelque chose où Fabric garde sa partie streaming de données, restitution, mais propose des outils supplémentaires pour l'analyse de tout ce qui va être objet connecté. Plutôt une news intéressante. Oui. Ok. Voilà, Voilà. Sauf, après, on va voir comment ça se matérialise parce que pour l'instant, on en est vraiment qu'au début de l'histoire. ça Donc, marche. attendons de voir. Après, tu avais, Nico, une news importante qui n'a pas été bizarrement présentée par Satya Nadella, et pourtant, nous, c'est une des celles qu'on trouvait les plus cool, qu'on a vu apparaître dès ce matin popper dans Fabric. Oui. Alors, c'est pas J'en ai celle-ci, même deux. Antoine. J'en ai même Ouais, deux. t'en as Alors, deux. Ok. Il y a PostgreSQL, effectivement. Bon, là, c'est juste l'extension pour PostgreSQL qui va permettre, effectivement, de bénéficier de différentes fonctions PostgreSQL à l'intérieur de VS Code. Bon, ça a été, je trouve que c'était bizarre d'annoncer ça alors que c'est qu'une extension, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs PostgreSQL qui utilisent attendaient VS ça. Code. Ça leur permettra effectivement de bénéficier, encore une fois, de Et puis, de c'est cette le côté, extension tu vois, développée par Microsoft. y a- On peut dire que c'était l'éléphant dans la pièce. Non, et puis et pour le coup, ça s'adresse à un public hors Fabric. C'est-à-dire que Microsoft peut pas arrêter de dire on fait des bases de données dans Azure. Enfin, Ouais. c'est plutôt le moyen de dire on continue à faire des bases de données dans Azure pour tous ceux qui n'iront jamais sur Fabric, notamment les développeurs. C'est ça, il faut quand même garder un petit peu. C'est ça. On reste dans une On build. fait de la donc, database Azure voilà, pour qui que ce il y a soit quand même un petit avant peu. de faire tout Mais dans c'est vrai que Fabric. c'était un peu bizarre de mettre ça dans Fabric. En fait, C'est c'est ça. dans la data. Ouais. Hein, ils ont annoncé data plutôt que Fabric. Ouais, c'est c'est ça. vraiment le stream data qui est présenté. Ça marche. Et donc, l'annonce qu'on trouve extrêmement Alors, pertinente, Celle qu'on c'est- attendait un petit peu, hein, Depuis un moment. c'est l'arrivée de SQL Server, mais on-premise, en mirroring, dans Fabric. Ouais. Là, on est sur quelque chose qu'on attendait, quelque chose qui est quand même très attendu, même beaucoup de clients. C'est de se dire, voilà, j'ai ma base de données on-premise SQL Server. Alors, il faut savoir quelle version, mais je pense que les versions récentes, évidemment, sont supportées. J'ai ma data gateway. Comment je fais pour monter tout ça dans Fabric? Alors aujourd'hui, évidemment, avec des connecteurs, tout ça, ça marche. Maintenant, si je veux un peu de temps réel, dans le sens où je veux mirrorer ça directement dans Fabric, dans une base mirrorée Fabric, eh bien, je l'ai testé tout à l'heure, ça fonctionne très bien. On crée la base mirrorée, donc SQL Server. Il détecte automatiquement la data gateway, enfin toutes les data gateways auxquelles on a accès. On clique sur celle qu'il nous faut. Hop, ça va chercher directement la base de données qui est reliée donc, à cette connexion par la data gateway. Et ensuite, on peut sélectionner les tables qu'il nous faut. Voilà, comme je l'ai fait ici dans le screen, j'ai sélectionné mes tables. D'ailleurs, il les sélectionne toutes par défaut à partir du moment où elles sont bien structurées. Et après, j'ai plus qu'à faire suivant. Et à partir de là, voilà, ça me génère effectivement. Alors ça, c'était avant, la slide Alors ça, d'après. Ça, c'est quand je sélectionne la gateway, enfin la data gateway qui possède aussi C'est la ça. connexion à la base de données. Donc pour Question- expliquer, donc le mirroring, on le rappelle côté Fabric, pour ceux qui seraient moins dans le monde de la data, c'est aussi un mécanisme qu'on appelle le Change Data Capture. Oui, Donc c'est ça, la TDC. réplication physique, on a une copie de la donnée qui se fait, d'une base vers une autre, et au moindre changement, le En temps changement réel, est détecté en temps Voilà, réel à la milliseconde. ouais, et répliqué. Voilà. L'intérêt, par exemple, c'est qu'on a beaucoup de clients qui ont l'applicatif on-prem, leur ERP, leur cœur business qui est porté, et néanmoins qui ont besoin de faire de l'analytics avec C'est ça. une analyse cloud temps réel. Avec des fonctionnalités que tu n'as que dans la cloud et que Exactement. tu n'as pas nécessairement Donc cette sur tes détection infras de propres. changement est C'est ça. souvent dure à construire d'un point de vue pipeline. C'est mieux que si elle est prévue nativement. Et donc, du coup, si je veux avoir un reporting temps réel de mon activité par rapport à mon applicatif opérationnel, par exemple,
Exactement. Ça permet de le faire, et ça permet de le faire sans effort, en fait. C'est Sans ça. avoir à construire c'est le mécanisme, 3 mettre clics de l'agent bouton. qui Je vous assure, détecterait le c'est vraiment changement. 3 clics, et en plus, ça fonctionne très bien. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a des petits agents qui écoutent globalement en proximité, les changements, c'est complexe à monter. C'est complexe. etc. Et c'est une JE ça ou c'est une preview pour Alors, l'instant C'est une preview, Du coup public preview, mais qui, voilà, alors je l'ai testé, qui fonctionne plutôt bien. Mais Enfin, franchement, il n'y a pas Et trop ce qu'il de faut, c'est problèmes. que. Enfin, C'est du mirroring. on l'a vu arriver ce matin avant la build, c'est-à-dire dans Fabric. On pensait l'avoir, Michael, qu'on salue au passage, avait fait le petit partage en disant regardez ce qui a popé. Et on s'était dit, mais ça, c'est une grosse annonce parce que c'est un vrai besoin de client. Le Change Data Capture SQL on-prem, on l'évoque souvent. Mais c'est pas très build dans l'esprit, c'est pas très développeur. C'est pas très développeur, mais c'est vrai besoin client. Mais c'est un besoin client Exactement. et c'est une vraie attente. Et puis c'est encore une fois quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alors c'est encore en preview, mais voilà, disons qu'on est sur quelque chose. J'ai testé, ça fonctionne, c'est top. Donc on avait eu Cosmos, on a eu le Digital Twin, J'en avais un eu dernier. le Mirroring SQL on-prem, et le dernier, c'était... Le dernier, rapidement, parce qu'il faut beaucoup de temps, c'est je vais essayer de bien le prononcer, le Translytical Task Flows en preview. On n'a pas d'image parce que en fait, ça n'a pas été vraiment mis en avant. présenté, Ouais, mais c'est dans les notes. Alors ça faisait à la partie fin, des en bas de page. dernières annonces, donc on le ça. rappelle, c'est le fait, maintenant qu'on a des bases opérationnelles, à la fin c'est comme ça l'utilité, Nicolas, on rigole à chaque fois sur les SQL database, mais c'est qu'on va pouvoir inscrire des choses en base de données depuis Power BI. Oui. Donc avoir ce double côté consultation, saisie de données. Oui. Ça avait été annoncé, on en a parlé lors des derniers épisodes. Par contre, pour l'instant, on n'avait pas encore le flow complet qui nous permettait... on l'a pas côté Power BI. Voilà. Donc côté Power BI, on pouvait pas construire encore des task flow avec le Donc on avait les user data functions qui nous permettaient de créer la fonction d'appel. Il faut les UDF, ce qu'on appelle les UDF, les user data functions que l'on crée et ensuite qui sont accessibles à partir de Power BI. Alors ça, c'est la théorie. Donc à partir de Power BI, on va pouvoir exécuter ces fonctions, utiliser ces fonctions pour faire de l'écriture dans une base de données. Alors, on a les fonctionnalités qui nous sont proposées, la modification d'enregistrement, les annotations dans les données. Donc, on peut changer les annotations, on peut mettre des annotations sur des lignes, en fait, d'écriture dans une base. On a les notifications dynamiques. Voilà. On a également les approvals de workflow. Voilà. On va pouvoir donc directement cliquer quand on a un workflow qui demande un approval, le faire directement à partir du report. Donc il y a un enjeu pas mal. Et on a même de l'IA intégrée, custom. Enfin, on a vraiment plein de fonctionnalités. Moi, je comme pense ça. à des clients, enfin, tu vois, qui à un moment, dernièrement, un client qui suivait une partie de ses appels d'offres, par exemple, sur du fichier, etc., et qui aurait eu besoin de les mettre à jour. À un moment, tu peux faire le choix de partir côté monde low-code, de te faire un formulaire dédié, etc. Mais finalement, quand tu as besoin juste d'une vue tableau assez simple, mais que tu le veux pas dans Excel et que tu veux ce côté diffusion, tu peux très bien avoir ce mix assez intéressant de partage de reporting grâce à la vision Power BI et maintenant de saisie de la dernière info via un petit bouton de submit. Assez simple. Moi, je pense qu'il y a pas mal de cas d'usage, encore une fois. On voit des cas d'usage sur le site de Microsoft qui sont vraiment intéressants. Alors, on ne le partage pas, mais on vous le partagera effectivement s'il faut. Vraiment des choses super intéressantes. Ça mène vraiment à dire que Power BI devient presque un outil de saisie de la donnée. Exactement. Donc un pas de plus vers la saisie de données dans Power BI. Alors on en parlait, c'est développeur Power BI. Développeur Power BI. C'est encore une fois logique que ce soit dans la build. Donc voilà, une build un peu plus light sur la partie fabrique notamment, parce que déjà beaucoup de choses annoncées sur la dernière FabCon. On va finir sur le dernier sujet, alors qui est pas des moindres, mais on va le condenser un petit peu. Donc la partie AI. Alors AI au sens Azure, du coup. On a vu tout ce qui s'était joué côté Copilot et on va dire Modern Work. Globalement, pas mal d'annonces côté Azure. On a eu un petit survol des annonces. Déjà, Satya Nadella a introduit la partie AI Azure avec le partenariat OpenAI. Ça, c'est le premier sujet. Donc, on a eu l'intervention de Sam Altman. On a eu un rapide récap des dernières annonces qu'il y avait eu, notamment Image One. Et on a appris là l'arrivée de l'API Sora, donc pour la génération de vidéos, qui sera disponible directement d'Azure en coming soon. Donc, on voyait que les news arrivaient jusqu'à avril. On voit que le SDK, en tout cas l'API Sora, sera disponible incessamment sous peu. Derrière ça, on a eu une annonce, moi, que je trouve extrêmement intéressante, qui est, on a un problème aujourd'hui d'optimisation des modèles, dans le sens où on a beaucoup de modèles, GPT-4o, Mini, O3, O1, etc. Et on ne sait jamais trop quel est le meilleur pour telle tâche. En tout cas, on n'est pas expert, on peut se poser la question. Et du coup, Microsoft va nous simplifier
le travail avec l'annonce du modèle routeur for Azure OpenAI Models. Alors ça, il n'est pas anodin, parce que c'est un peu la vision aussi d'OpenAI, de se dire peut-être que demain, GPT-5, qui n'a pas été annoncé aujourd'hui, du coup je suis déçu, fera le boulot lui-même. Aujourd'hui, on est encore dans le rapport avec OpenAI où on va sélectionner en se disant « Attends, j'ai une tâche complexe, donc je vais prendre un O3, et si j'ai ça ?» Demain, globalement, la vision, c'est tu poses ta question, et c'est lui qui identifiera quel est le modèle le plus adapté à ta requête. C'est ce que va faire, du coup, le modèle routeur d'Azure OpenAI, enfin pour les modèles Azure OpenAI, c'est un routing dynamique en fonction de la tâche qu'on lui demande, de la requête, du prompt envoyé, vers le modèle le plus adapté. Et du coup, ce que dit Microsoft, c'est que nécessairement, ça viendra permettre d'améliorer les économies, notamment côté token, etc. Parce que des fois, on fait faire des choses au tout dernier modèle qui pourraient être gérées par des modèles plus light, moins coûteux, mais juste parce qu'on ne le sait pas qu'ils sont tout aussi efficaces, on ne les appelle pas. Faut aussi mettre en perspective la différence, c'est que quand tu parles du GPT-5 qui fait la même chose, c'est dans le monde OpenAI. On pense qu'il ferait la même chose parce que les concurrents se sont alignés un petit peu sur ce modèle-là. Et t'es dans le monde OpenAI grand public. Dans le monde pro, on n'oublie pas qu'on est dans Azure. On a le contrôle sur les modèles. Donc, en fait, ce routeur, il va router par rapport à une liste modèle qu'on a autorisée. Tout à fait. Et c'est ça, je pense, le point important. Là où les modèles publics, grand public, vont router par rapport à un vaste catalogue accessible à l'utilisateur ou à l'abonné ou je ne sais quoi, là, tu vas créer, je pense, jusqu'à plusieurs routeurs dans ton organisation. Tu as raison. Tu déclareras les modèles qui peuvent être appelés par le routeur, qui seront des modèles OpenAI, c'est modèle routeur for Azure OpenAI Models, mais parmi ces 3-4 modèles que tu auras retenus, il ira prendre le plus adapté. Mais est-ce que tu sais déjà si, par exemple, on peut se dire, est-ce que je peux me faire un routeur pour tel type de profession, un routeur pour tel type de profession, etc. C'est-à-dire d'avoir des routeurs par profil de salarié. Alors, je pense que ça sera en effet par projet. Donc, en fait, si c'est par projet, c'est potentiellement par profil. Tu pourras à chaque cas, en gros, dire là, dans mon application que je mets à destination de tel salarié, je déclare le routeur derrière et le routeur appellera tel modèle OpenAI. Donc, tu as une vraie maîtrise des coûts. Tu auras une vraie maîtrise des coûts. Ça, c'est intéressant. Réservé au modèle OpenAI. Donc, ça, c'est pareil, une annonce importante. Après, on a eu quelque chose, un nouveau partenariat qui a été annoncé. Alors, et là, c'était notre invité spécial. Et assez surprenant, même si en recherchant après sur Internet, j'ai vu qu'il y avait eu quelques teasings, des rumeurs, etc. C'est le partenariat avec X.AI, du coup, donc l'entreprise ex-Twitter, on le rappelle, rachetée par Elon Musk. Donc, notamment un partenariat avec la mise à disposition de Grok, du coup, le modèle proposé par X.AI, dans les modèles exposés par le catalogue Azure et iFoundry. Alors là, c'est assez fort parce qu'on avait eu assez rapidement l'arrivée des modèles Llama de Meta, on avait eu Mistral, on voit que Microsoft, on avait eu DeepSeek, exactement. Il n'y a pas le choix là. Pour s'aligner, mais là, partenariat assez surprenant. Alors assez surprenant, pas par rapport au modèle, mais on le sait, la personnalité. Alors on voit apparition d'Elon Musk à l'écran, en plus, en vidéo préenregistrée. Du coup, c'était pas du live. Elon Musk, avec son tempérament un peu fougueux, on va dire, qui ne plaît pas plutôt à tout le monde, en disant ça comme ça. Voilà, Microsoft affirme néanmoins un partenariat sur Grok qui sera disponible dans Azure. Une intervention d'Elon Musk elle-même assez surprenante parce que en comparaison, on a vu Sam Altman et on fera pas de sujet infra, mais on a eu Jensen, le patron d'NVIDIA qui était là. De vidéos alors Altman en live, Jensen en préenregistré, mais qualité, on voit que c'est du fond vert, c'est nickel, etc. Et là, on avait Elon Musk en fond noir, la découpe derrière, avec excusez-moi le terme, mais vieux détourage façon caméra de l'époque, donc qui avait envoyé le bruit un peu autour du détourage, etc. Avec un éclairage de côté, qui était assez surprenant pour un truc préenregistré, quoi, en plus. Et surtout à ce niveau-là. Surtout à ce niveau-là, de partenariat, etc., et d'exposition. Assez surprenant. L'autre chose qu'on met en avant aussi, c'est... Alors, et on se renseignera là-dessus, mais
on a entendu un peu de bruit au début de la conférence Build, un peu comme s'il y avait eu du chahut dehors. Et on s'est interrogé par la suite un petit peu Satya, en voyant on sentait que Satya parlait peut-être un peu plus fort pour couvrir le bruit à un moment au démarrage. Alors on vérifiera après s'il n'y a pas eu des sujets et si peut-être l'annonce du partenariat sur Grok n'est pas la source des sujets. Alors peut-être que c'était juste un problème de son, mais nous on a fait ce raccourci-là en se disant attends, ça vient peut-être là. Les chahuts. En tout cas, voilà, surprenant, mais en tout cas, personnalité importante entre Sam Altman, Jensen et Elon Musk, du coup, qui apparaît sur une keynote de Microsoft en préenregistré. Il y a un des modèles sur le papier. Et tous les Kevin présents. Mais ça montre aussi l'ouverture en fait de Microsoft, quel que soit finalement le partenaire, ils essayent vraiment de ratisser large. Aussi pour offrir le maximum de choix. Après, on n'aime pas Grok. D'être la plateforme pour l'IA, peu importe le public. On comprend aussi l'intérêt, bien évidemment, de X.AI, c'est d'avoir plus d'utilisateurs sur Grok demain pour des modèles qui serviront en gagnant-gagnant. plus, les entreprises Tesla, etc. Sur le papier, c'est un des modèles qui performe le plus en plus. Je suis d'accord. Donc, ce n'est pas étonnant. Très bon. De le voir là d'un point de vue stratégie produit, c'est surprenant d'un point de vue, on va dire, philosophique et en tout cas... puis c'est un peu concurrent, mais bon, pourquoi pas. Peu importe, on ne jugera pas plus que ça, mais voilà, c'était la grosse surprise, cet invité mystère. On ne l'attendait pas sur ce plateau-là, et ça nous a tous surpris. Je vais continuer sur les modèles. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Je sais plus ce que on s'était partagé. 1800 à 1900 modèles. Déjà, ouais, on a eu catalogue qui a légèrement augmenté. Okay. On est à 1800 modèles, 1900 versus 1008 qu'on annonçait précédemment. On a eu des sujets. Alors, plusieurs annonces autour des Search, l'Agentic Retrieval. On a eu la disponibilité en GA de la partie Agent Service de Foundry, donc là où on développe les agents dans Foundry. En tout cas, on peut en créer, les nommer. Une vision catalogue de services d'ailleurs qui va être enrichie du coup autour de Foundry. On a eu tout un sujet autour de la partie Azure AI Foundry en local. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel Satya Nadella a passé beaucoup de temps, notamment dans cette vision de pouvoir opérer dans l'écosystème Windows, finalement, les capacités de Foundry. Je sais plus ce que tu en as retenu, Kevin, sur cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait l'extension avec Windows Foundry local aussi. Donc ça va permettre aux développeurs de pouvoir développer des agents qui vont faire de l'inférence localement sur l'ordinateur en se basant sur le CPU, le GPU ou le NPU. Et il y a l'arrivée aussi du protocole MCP côté Windows. Donc quand on mélange un petit peu tout ça, je pense qu'à terme, en fait, ce qui va être intéressant pour Microsoft sur la partie traitement local, en fait, l'inférence locale, device, ça va être traitement de device et cloud. C'est ça va être rapidité, ça va être côté privé aussi pour des tâches que tu ne peux pas exfiltrer sur le cloud. Et tu as aussi comment dire, quelque chose d'un peu plus écologique ou en tout cas moins de mobilisation des ressources cloud sur une logique en fait d'expansion un peu de ces modèles à terme en fait sur de plus en plus d'utilisateurs. Le fait de faire de l'inférence localisée, ça pourrait répondre en tout cas. Et on sent notamment aussi encore une fois en proximité avec l'annonce de Fabrique la partie IoT parce que dans ce qui était présenté dans le schéma de Windows AI Foundry, il y avait le modèle Phi Silica, donc pour LoRa qui sont ces protocoles de communication basse fréquence pour les objets connectés. Donc on sent qu'on va dans l'ère de l'edge, de l'exploiter localement pour l'IoT, etc. Microsoft joue sur tout ça. Donc voilà, retenez qu'on délocalise finalement la couche de service des AI Foundry qui pourra jouer en local sur Windows. Alors, voir comment d'un point de vue architecture ça se joue, mais l'annonce de Windows AI Foundry notamment, et Foundry local dispo à la fois dans le monde Windows, mais sur macOS aussi. C'est ça. Et il y avait la partie, du coup, une des annonces sur la partie MCT, c'est que la partie Windows Linux, enfin la partie WSL, voilà exactement. La partie WSL passe en open source, du coup. Elle était liée à l'image Windows avant. Et apparemment, c'est une demande depuis longtemps de la part des développeurs et des utilisateurs. Depuis 2016, Voilà, depuis 2016, maintenant, c'est open source. C'est surtout l'exemple qui montre avec... tu voulais peut-être en parler sur le déploiement. Alors, sur le déploiement, oui, pas mal de choses annoncées côté déploiement. Alors, tant côté applicatif Azure, parce qu'on a eu... donc côté Azure Container Apps, la partie conteneurisation, les Foundry Models, l'intégration avec le catalogue Foundry pour pouvoir facilement déployer des modèles conteneurisés, l'intégration avec
Azure Functions, avec AKS, enfin globalement tout ce qui va vous permettre de déployer du modèle va être facilité parce que Foundry s'intègre nativement avec les modèles qui les déploient, globalement, qu'on déploie en fonction ou en conteneur. La même chose côté Copilot Studio avec ce qu'ils ont appelé le Bring Your Own Model Ouais. de Copilot Studio. C'est génial. Donc je le développe je suis un custom dev, un pro dev comme tu le dis Romain, je développe côté dev ou Azure AI Foundry mon agent, je peux immédiatement le rendre disponible dans mon écosystème low-code par une fonctionnalité dédiée. Du coup. Alors, juste même, je me permets. Oui, en tant que pro dev, tu peux faire des dingueries. Par contre, moi, en tant que plus dev, je suis allé dans un iFoundry, j'ai cliqué des boutons, j'ai eu mon playground, j'ai eu mes modèles, j'ai fait mes clics, mes paramétrages, mes textes, et j'avais juste un bouton à appuyer, et c'était dispo dans mon environnement Copilot Studio. Donc, bien sûr, ce que j'ai fait loin, très loin, à des années-lumière de la puissance de quelqu'un de l'IA Pro Dev, mais on est vraiment sur le clic-bouton dans la preview. Et ça m'a... Sur le coup, j'ai cru que ça marchait pas. Hein. J'ai appuyé, il se passe rien. Oh, j'ai vu que ça s'était rajouté. Donc, facilité d'intégration, globalement, notre monde du custom dev et Copilot. Ils ont densifié pas mal de choses. Après, on a renforcement de fonctionnalités d'observabilité de tout ce qui est modèle, etc. On voit que Foundry, c'est vraiment demain la tour de contrôle des modèles, des agents, donc avec des KPI custom. On a l'annonce aussi, alors c'est pas ce que je montre du tout à l'écran, tu peux m'enlever ça Antoine, je me permets. Je cite un peu en liste un peu ce qu'on a vu, l'apparition des Microsoft Entra Agent ID. Donc ça c'est identifier tes agents comme peut-être demain des personnes virtuelles qui vont accéder à de la donnée, qui vont être authentifiées, qui vont avoir des droits. Donc un ID par agent, ça fait sens. Donc on a l'apparition de la partie Agent Entra ID. Et après, par contre, on a basculé sur tout un monde plutôt... donc là, on a eu une partie intervention de Kevin Scott, du coup, on l'a évoqué tout à l'heure, le CTO de Microsoft, pour reprendre les enjeux qu'aujourd'hui on vit autour de la notion d'agent. Donc redéfinir c'est quoi un agent par sa mémoire, ses actions, son raisonnement. Un agent a besoin de s'appuyer sur une couche de protocole avec Microsoft qui valide le MCP A2A officiellement. Et là, on voit que Microsoft veut jouer dans cette gamme aussi d'acteurs qui ont une influence sur le marché des agents. On l'a dit, MCP c'est Anthropic, A2A c'est Google. Microsoft amène le NL Web. Donc là, c'était l'annonce que portait Kevin Scott. Donc on est dans une vision pure tech, là, pure dev. C'est dire, il nous manque quelque chose pour que les créateurs d'applications web puissent facilement mettre en place du chat et permettre à des agents d'interagir avec leur site. Donc globalement, au même titre qu'on a le HTML, globalement, pour permettre l'interaction avec un applicatif pour un end-user, le NL Web. NL Web, donc NL Web, doit nous permettre, sera compatible avec le MCP, doit nous permettre de sémantiquement permettre l'interaction avec un site web et son contenu pour un agent, globalement. HTML pour les humains, NL Web pour les agents. C'est assez intéressant comme vision, de dire. Et d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a déjà eues en thématique, de se dire, est-ce que demain, on doit changer notre site web si les agents vont dessus En gros, là, Microsoft propose une couche d'interaction pour que l'agent puisse lui-même interagir avec le site et faire du semantic search, même si tu ne l'as pas prévu. Globalement, c'est ce que j'ai compris dans l'annonce, moi. Et permettre Il y a eu des démos qui ont présenté des vidéos, notamment avec les sites de réservation en ligne ou les. Tout à fait, en disant qu'ils ont fait de gros partenariats avec. C'est pas Booking. TripAdvisor. Exactement. Donc ils travaillent avec des acteurs clés du secteur web sur l'interaction avec les agents. Voilà. Donc ça, c'était les grosses annonces. Si je résume, le modèle routeur côté Azure AI Foundry. Enrichissement de Foundry, alors d'ailleurs, expérience densifiée sur le catalogue d'agents. Microsoft va mettre de plus en plus, on a vu quelques screenshots rapides, d'agents à disposition, déjà pré-templétisés, disponibles sur GitHub, qu'on pourra déployer. On a quelques agents médicaux qui ont été présentés, etc. Le Healthcare Agent Orchestrator, voilà, qui a été évoqué. Et ce qui nous amène du coup sur le dernier sujet, qui a... Pour terminer un petit peu sur cette partie recherche de Microsoft qui est toujours mise en avant sur les sujets AI,
on a eu une présentation de la vision de comment Microsoft veut impacter la science. Microsoft dit, voilà, tout ça doit servir à développer la science, la recherche. Donc on a eu l'annonce d'un produit qui s'appelle Microsoft Discovery. Globalement, et je propose qu'on montre à l'écran directement, en fait c'est un portail, donc une espèce d'applicatif assez intéressant comme vision, qui va permettre de mener et conduire des recherches. Donc un peu comme le ferait un modèle de raisonnement, mais en orchestrant plusieurs agents. Donc ce que dit Microsoft, c'est que dans Microsoft Discovery, on pourra avoir des agents comme l'agent chimiste là, et l'agent base de connaissances. En fait, ce qu'ils disent, c'est quand on fait une recherche, on va mettre des années de préparation, peut-être juste pour trouver l'angle nouveau de la recherche au regard de tout ce qui aura été fait sur des publications passées. Et du coup, Microsoft amène un nouveau studio spécialisé pour les personnes qui font de la recherche, qui aura une vue graphe de connaissances, qui pourra orchestrer des agents spécialisés par métier, qui conduiront une recherche. Alors c'est en preview, c'est pas clair si c'est open source, si c'est dans Azure, voilà, si c'est quelque chose qu'on télécharge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une démo où ils expliquent comment, à un moment, ils recherchent, ils cherchent des angles pour trouver les meilleures molécules candidates à un certain type d'enjeu sur le refroidissement. Donc Microsoft fait une rapide démo. On voit que ça crawl, on voit qu'il y a plein d'agents qui travaillent et ça s'enchaîne entre eux, l'agent chimiste, etc. Et à la fin, on arrive à une proposition de 3-4 molécules impossibles. Et Kevin Scott finit du coup en disant, et on arrive sur la présentation, ça, c'était pas juste une démo, c'est quelque chose qu'on a fait, et c'est quelque chose qui nous a permis de créer un nouveau type de refroidissement. Alors ça te parle peut-être plus, Kevin, c'était... C'est ça, c'était pouvoir avoir un liquide qui permet de refroidir un circuit imprimé sans faire de court-circuit, parce que là, du coup... La carte mère du PC avec le CPU et le GPU sont plongés directement dans le liquide et il y a Forza qui tourne. Forza, le jeu de Forza, le jeu vidéo qui tourne sans que le PC n'explose. Voilà, donc pour garder du coup toute la partie hardware à température constante, ce que nous dit Kevin Scott, c'est que c'est notamment ce nouveau studio et la combinaison d'agents à laquelle ils ont fait confiance qu'a trouvé les meilleures molécules candidates permettant de gérer ce refroidissement et qu'ils sont assez fiers de cette trouvaille. Donc voilà, c'est une première parmi d'autres. Intéressant, ils ont fini sur ça. Alors on a fini en réalité sur une vidéo aussi plutôt orientée éducation. Copilot, Education, etc. On a commencé avec de l'éducation et fini avec de l'éducation. C'était ça, on va dire, un peu l'event de clôture. C'est la belle démonstration de ce que Microsoft commence à créer. Ça ouvre un peu aussi, bien évidemment, le champ des possibles. On parle beaucoup d'agents d'un point de vue métier, process, workflow. On espère que tout ça servira à un moment à la recherche. On voit que Microsoft cherche toujours à impacter la recherche positivement. Donc voilà, là, on est plutôt dans le monde du hardware. Maintenant, ça ouvrira peut-être beaucoup de possibilités. On va terminer sur ça, parce qu'on est plus proche de ce qu'on s'était dit. Tu voulais absolument gagner ton pari. L'heure et demie, et désolé si c'était trop long. Vous l'aviez compris, on a pourtant skippé beaucoup de sujets un peu sur la partie infra. Il y a eu toute une partie infra qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses. Il y avait quand même pas mal de choses. C'est ce qu'on se dit. Toujours de belles annonces. Dans la continuité de tout ce qu'on a vu, pas de révolution, on est dans l'optimisation. On est vraiment là à ramener des briques manquantes aujourd'hui pour qu'on aille vers la production de ces fameux agents, ces systèmes intelligents. Il faut sortir de la phase qui donne un peu expérimentation. Et aujourd'hui, c'est vrai que certains produits, quand on veut passer à l'échelle industrielle, on a l'impression qu'il manque des trucs. Un peu, voilà. Et là, on rajoute les briques. On est clairement, c'est ce qu'on a annoncé en janvier. On est dans l'année du passage à l'échelle, du passage à l'industrialisation et de la stabilisation. Et d'ailleurs, on le voit. Et c'est nécessaire. Quand Satya Nadella a annoncé chaque feature, il n'y a jamais eu de gros waouh incroyable du truc qu'on n'attendait pas attendu. En mode, il y a eu des petits applaudissements. Quelques applaudissements, mais c'était plutôt ça, on s'est aligné là-dessus. Voilà. Ça, vous l'attendiez, on le gère maintenant. Ouais. Ça, c'est disponible, c'est JA pour tout le monde. Donc c'est vraiment, on l'a dit, c'est l'année du MVP, c'est-à-dire du passage du POC à la mise en production, industrialisation. Et on sent qu'on tend vers ça, de la feature sérieuse, costaud pour les devs, pour la solution. Pas de surprise là-dessus. C'était globalement, pour terminer, le récap de la build 2025 par les têtes dans le cloud. On aura eu notre petit fou rire de la soirée, ce qui devient avec une autre base de données, en espérant qu'ils ne nous mettent pas PostgreSQL l'année prochaine. Vivement Maria, etc. En tout cas, c'est MySQL. Exactement.
Et on espère que vous avez apprécié l'émission. Continuez bien évidemment à nous suivre, à partager cet épisode si vous le souhaitez. Il sera disponible en vidéo sur YouTube et sur les différentes chaînes de podcast si vous souhaitez nous écouter, notamment dans les transports. On vous dit rendez-vous pour une prochaine qui sera une émission classique parce que là, pas prévu grosse conférence. Et on vous dit à très bientôt. À la Merci. prochaine. Bye bye. Salut.